Je laisse tout de suite la parole au prochain responsable de session. C'est toi, Thibaut. Du coup, j'inviterai à la table, donc pour la session numéro 1, le corps engagé de l'ethnographe au travail. Il y a Thelma Bacon, Julia Chrysomalis, Fanny Westil et Valérie Roll pour discuter. À tous, à toutes. Donc cette première session invite à prendre au sérieux les implications du corps de l'ethnographe engagé dans son enquête. Les 3 communications de Julia, Thelma et Fanny sont particulièrement intéressantes puisque elles nous montrent que le corps agit, comme le dit Fanny, en révélateur d'une vision du monde portée par les enquêtés. On pourrait dire aussi une vision du monde portée par l'ethnographe. Dans un premier temps, on entendra Thelma Bacon. Thelma est doctorante en sociologie au laboratoire Angevin Espace et Société sous la direction de Christophe Guibert. Et Thelma évoquera son engagement au sein des mondes du naturisme, qui est le principal matériel de son travail de thèse intitulé « L'espace du naturisme en France, usages sociaux différenciés et enjeux de définition ». Julia Chrysomalis clôturera... Excusez-moi, je me suis trompé d'ordre. C'est ça. Julia Chrysomalis nous présentera ensuite son travail intitulé « Se faire petite pour ethnographier des pratiques de care ». Elle évoquera les dimensions genrées et corporelles du travail d'enquête. Julia prépare une thèse sous la direction de Bruno Milly qui porte sur l'individualisation de la prise en charge du vieillissement dépendant en établissement spécialisé. Julia est rattachée au Centre Max Weber comme Fanny, qui clôturera la session. Fanny présentera une communication intitulée « Enquêter l'intimité en protection de l'enfance, le corps polémique de l'ethnographe, un outil heuristique pour la recherche ». Et donc Fanny Westel est doctorante au Centre Max Weber et elle prépare une thèse sous la direction de Pascal Pichon intitulée « La fabrique du genre en protection de l'enfance, enquête sociologique sur le quotidien d'adolescents et adolescentes placés ». Thelma, Merci, bonjour à tous. Donc, du coup, moi, c'est Thelma Bacon et comme vient d'être expliqué, je suis en 4e année de doctorat à ESO. Du coup, cette thèse fait suite à un mémoire de recherche que j'ai réalisé pendant mon master tourisme à l'UFR-SUA, Tourisme et Culture à Angers. Donc, comme son nom l'indique, mes recherches portent sur la pratique du naturisme en France. Plus précisément, j'étudie les différentes manières de pratiquer le naturisme. Les méthodes d'enquête utilisées sont majoritairement qualitatives avec un travail d'observation ethnographique. Avant toute autre chose, il est important de préciser que je n'étais pas naturiste avant de commencer mon étude. Comme vous avez pu le remarquer, ma phrase est formulée au passé. Je n'étais pas naturiste, ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, je pratique le naturisme. Je vous expliquerai de manière détaillée lors de ma première partie pourquoi et comment avoir débuté. Toujours est-il que cette mise à nu, au sens propre du terme pour le coup, m'a apporté de nombreux questionnements auxquels nous allons tenter de répondre aujourd'hui, tels que comment apprend-on à être nu ? De quelle manière une implication personnelle dans la pratique du naturisme influence-t-elle les données collectées? Comment se présenter face aux enquêtés? Faut-il ou non dévoiler son identité? Quelle est l'influence sur les discours recueillis? Comment maintenir un raisonnement d'objectivation scientifique face à ses propres émotions et ressentis? Comment rester vigilant face à un accueil à bras ouverts? Et dans quelle mesure les relations tissées influencent les collectes, mais également la restitution des données? Et enfin, comment dépasser ses propres peurs et insécurités? Afin de répondre à toutes ces nombreuses questions, ma communication s'axera autour de 3 grandes parties. Tout d'abord, nous parlerons de l'apprentissage corporel de l'ethnographie et des stratégies mises en place pour s'insérer dans un milieu dont on ne maîtrise ni les codes ni les langages. Dans cette première partie, je reviendrai de manière plus détaillée sur les raisons m'ayant poussé à étudier le naturisme, puis à le pratiquer. Je vous partagerai le récit de ma première expérience naturiste. Et ensuite, nous nous concentrerons sur la question de l'engagement émotionnel de l'ethnographe en immersion. Nous expliquerons par le biais d'exemples concrets en quoi les relations de confiance tissées avec des enquêtés, bien que facilitantes quant à l'accès au terrain et à la collecte de données, peuvent également parfois devenir envahissantes et limitantes. Plus particulièrement lorsque une femme pratique seule au contact d'hommes.
Enfin, avant de terminer notre présentation par une brève conclusion, une dernière partie présentera le chercheur lorsqu'il doit affronter sur le terrain ses propres peurs et insécurités. Nous prendrons notamment exemple sur des observations que j'ai menées cet été au sein de campings naturistes libertins. Plus globalement, tous les résultats présentés sont issus d'observations qui ont été menées au sein de 12 campings naturistes, donc pas libertins, naturistes, de toutes sortes, donc des campings associatifs, des campings classiques et des campings naturistes libertins. Afin de préserver l'anonymat des personnes citées, les prénoms seront modifiés ou supprimés. Donc, commençons par l'apprentissage corporel de l'ethnographie. Mon expérience avec le milieu naturiste commence en 2018, alors que je réalise mon mémoire de master. À cette date, je n'avais jamais pratiqué le naturisme, je n'avais jamais entendu parler d'ethnographie, je n'avais fait que peu de sociaux en cours. D'ailleurs, ma première idée, ce n'était même pas d'étudier le naturisme, mais plutôt le rapport au corps des touristes sur les plages. Initialement, du coup, le naturisme, ce n'était qu'une petite partie de mon mémoire, plutôt comme un cas, un exemple pour illustrer. Donc, j'avais entrepris des lectures sur ce sujet et finalement, j'ai trouvé que c'était tellement intéressant que progressivement, j'ai oublié ma problématique de base et je me suis concentrée uniquement sur le naturisme. Du coup, lors de toutes ces lectures, j'ai pu apprendre que c'était une pratique associée à de nombreuses valeurs, telles que le respect de l'autre, la nature, la convivialité, l'entraide, le non-jugement, etc. Et tout ceci, ça m'a permis d'acquérir une certaine connaissance théorique du sujet. Comme l'explique Loïc Vacan, comprendre un univers exige que l'on s'y plonge en personne, qu'on fasse l'apprentissage et qu'on en vive les principales étapes de l'intérieur. Pour lui, une implication totale est un moyen d'acquérir une maîtrise pratique, une connaissance viscérale de l'univers analysé, d'élucider la praxéologie des agents en question. Évidemment, toutes ces lectures, bien que très importantes, ne suffisaient pas à elles seules à l'élaboration de mon mémoire. Donc, il fallait confronter ces informations à la réalité. Seulement, n'étant pas naturiste, je n'avais pas d'idée, je ne savais pas comment procéder. Donc, pour commencer, simplement, j'ai tapé sur Internet « naturisme » et je suis tombée sur un forum, donc j'ai mis le petit logo sur le diaporama, qui s'appelle êtrenaturiste.com. Bon, alors je me suis baladée là-dessus et j'ai vu que c'était un endroit où les internautes pouvaient discuter, poster des annonces, se rencontrer, échanger des bons plans, donner leur avis sur les espaces naturistes, comme par exemple les plages, les campings, etc. Et donc, sans grande conviction, je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai posté une annonce sur ce site où je me suis présentée en tant que doctorante, en tant qu'étudiante, je n'étais pas encore doctorante à ce moment-là, qui faisait une recherche sur le naturisme et qui demandait aux gens s'il y avait des personnes qui voulaient me partager un petit peu leur expérience, etc. Honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir de réponse parce que je n'étais pas naturiste et je ne les connaissais pas. Je me suis dit pourquoi les gens raconteraient à une inconnue qui n'est même pas naturiste leur histoire, leur parcours, enfin voilà. Et finalement, j'ai été très surprise parce qu'au bout de 2 jours, j'ai été obligée de supprimer mon annonce parce que j'avais tellement de réponses que je n'arrivais plus à gérer, quoi. Donc, quelles ont été ces réponses? Alors, des hommes, principalement, un couple, mais je n'ai parlé qu'avec le mari, voilà, et aucune femme. Je n'ai jamais rencontré ces personnes, mais j'ai échangé avec elles directement, soit via le chat du forum, par SMS ou par appel. Alors, j'ai eu certains échanges qui étaient très enrichissants, très respectueux, qui m'ont appris beaucoup de choses, etc. Mais il y a aussi eu d'autres hommes qui n'avaient pas tout à fait les mêmes intentions. Et par exemple, un homme qui m'a envoyé des photos de lui nu, en me disant « Non, mais c'est naturiste, je t'envoie… » Ok, mais là, dans la conversation, ça n'avait rien à faire là. Voilà, donc c'était un peu bizarre. Et le couple avec qui je discutais, enfin le mari, tout du moins, c'était un couple échangiste aussi, qui progressivement ont fait de plus en plus d'allusions qui au début étaient subtiles et après plus du tout, et qui par exemple me demandaient à quoi ressemblait mon corps, quelle était la taille de ma poitrine, ils me demandaient des photos, etc. Donc, j'ai vite compris que ce forum, ce n'était pas la meilleure porte d'accès à l'univers du naturisme, qu'il y avait un peu de tout. Mais surtout,
j'ai constaté que le fait de ne pas être naturiste était un fait limitant. Parce que les personnes interrogées me demandaient très rapidement si moi-même j'étais naturiste. Et quand je disais que non, eh ben, ils me présentaient vraiment une image idyllique du naturisme afin de m'inciter à essayer. C'était toujours bah, c'est génial, tu devrais vraiment essayer, c'est trop bien, etc. Et s'ils ont été un bon moyen de me familiariser avec les valeurs dominantes liées au naturisme et ont également permis d'atténuer la plupart des appréhensions liées au fait de se mettre nu en collectivité, les discours promotionnels et les récits ne suffisaient pas. Il fallait que moi-même, je puisse voir ce qu'il se passait au sein des centres de vacances naturistes afin de construire ma propre analyse et non pas de la construire uniquement à partir des discours idéalisants des enquêtés. Mais comment faire du coup pour intégrer cette communauté naturiste? Rappelons ici que à la base, je ne souhaitais pas nécessairement me mettre nue. C'était vraiment quelque chose qui ne me faisait pas forcément envie. Mais la nudité, c'est un sujet qui relève de l'intime. Je craignais de paraître trop curieuse, trop intrusive en me présentant comme une étudiante. Donc, je suis allée sur Internet à nouveau et je suis allée sur le site web de la Fédération française de naturisme. Et à cette époque, on pouvait trouver un organigramme qui contenait non seulement le nom des représentants de chaque région, mais également leur adresse et leur numéro de téléphone. Et ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance puisque le représentant des régions Pays de la Loire habitait dans la même rue que moi. Destin. Donc, je l'ai rencontré et cette rencontre a constitué ma porte d'entrée dans le milieu naturiste. La semaine suivante, il m'a invitée à l'Assemblée générale de la Fédération qui se déroulait en Vendée, dans un camping naturiste à Piriac-sur-Mer. En arrivant sur place, le 4 mai 2019, armée de toutes mes connaissances théoriques sur le naturisme, je n'avais, je rappelle, toujours pas pour projet de pratiquer. Je pensais mener des séquences d'observation non participantes. Et ce jour-là, il faisait froid. Et donc, beaucoup de personnes étaient restées habillées. Je vous ai mis une petite photo, j'ai masqué les visages, mais voilà, pour montrer que, effectivement, tout le monde est habillé, sauf un au milieu qui était plus courageux que les autres. Mais il y avait quand même certaines personnes, du coup, comme on peut le voir, qui étaient nues. Et c'était très bizarre pour moi de voir des personnes qui étaient complètement nues, qui discutaient entre eux, qui se baladaient de manière totalement naturelle. C'était très étrange au début, mais au fur et à mesure que le chauffage réchauffait la pièce, le nombre de personnes nues a augmenté. Le nombre de personnes nues a augmenté et c'était vraiment un effort pour moi de regarder les gens dans les yeux et de ne pas fixer leur partie sexuelle, ce qui ne se fait pas. C'est très déplacé dans le milieu naturiste, ça je le savais avant d'arriver. Mais rapidement, c'est devenu complètement normal et ça ne m'a plus choquée de voir des gens nus. J'ai même fini par me sentir gênée en fait, de rester moi-même habillée et d'observer tous ces gens qui étaient nus. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai eu chaud parce qu'on était beaucoup, ils avaient mis le chauffage, etc. Bon, j'ai enlevé ma veste, mais j'avais toujours chaud. Alors, je me suis dit, bon, allez, je me jette à l'eau, j'enlève tout et on n'en parle plus, c'est fini. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis mise nue et autour de moi, absolument personne n'a réagi. Il n'y a pas eu, voilà, personne n'a rien dit. Et du coup, j'avoue, ça m'a beaucoup aidée à ne pas me sentir gênée. Bon, j'étais quand même pas très, très à l'aise. Et dès qu'il y a eu un petit courant d'air, je me suis vite rhabillée, mais voilà. Et du coup, grâce aux recommandations du président régional de la FFN, ce camping de Piriac-sur-Mer fut mon premier terrain d'observation pendant une semaine, en juillet 2019. Et c'est ainsi qu'a débuté ma pratique du naturisme, de manière imprévue et spontanée. Malgré le manque de connaissances sur les méthodes d'enquête ethnographique, sur lesquelles je ne m'étais d'ailleurs absolument pas questionnée avant de pratiquer, mais toutes ces connaissances théoriques ont été quand même d'une aide précieuse, bien que non suffisante, pour appréhender la complexité des expériences de terrain. Tous les questionnements méthodologiques sont apparus plutôt au fur et à mesure et ont conduit à des modifications de ma manière d'appréhender les enquêtés. Par exemple, au début, je dévoilais systématiquement mon statut d'étudiante. Je faisais beaucoup d'entretiens, mais j'ai constaté que les discours recueillis étaient très contrôlés parce que les enquêtés savaient que l'entretien allait être analysé, etc. Aujourd'hui, je préfère limiter au maximum le nombre d'enquêtés au courant de mon statut et je n'enregistre presque plus d'entretiens. Ça me permet d'obtenir des discours qui sont beaucoup plus naturels et spontanés.
Depuis que j'aborde moi-même les terrains en étant nue, je collecte des informations qui sont beaucoup plus nuancées et diversifiées. Et c'est ainsi que mon sujet de mémoire est devenu mon sujet de thèse. En effet, l'approche de mon enquête dans l'univers du naturisme s'est faite de manière très institutionnelle par le biais de la FFN, donc la fédération. Mais rapidement, je me suis aperçue que les discours qui étaient promus par la FFN ne faisaient pas forcément l'unanimité auprès de tous les naturistes. Et donc, il a fallu faire attention à ne pas m'enfermer dans un seul type de discours et à aussi explorer des terrains où les gens avaient des avis différents, notamment le quartier naturiste du Cap d'Agde, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, pas seulement naturiste, mais aussi libertin. Et du coup, en y allant cet été, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de touristes qui sont certes naturistes, mais qui sont aussi libertins et qui se considèrent également comme naturistes. Donc, il ne fallait pas que j'écarte cette ville de mon étude, contrairement à ce que j'aurais pu faire si je n'avais écouté que le discours de la FFN. Donc, pour conclure cette première partie, on peut effectivement parler d'un engagement corporel du chercheur dans la pratique du naturisme, car en plus de mettre au sens propre du terme mise à nu, j'ai également accepté de manière implicite un certain nombre de règles que je me dois de respecter pour mener à bien mon enquête. Par exemple, cet été, je suis allée dans un camping naturiste libertin ainsi qu'au Cap d'Agde, qui est aussi naturiste libertin. Et du coup, je ne disais pas en fait aux naturistes que j'allais dans des campings libertins parce que je ne voulais pas me sentir jugée ou quoi que ce soit. Donc, dans un premier temps, j'allais principalement dans des campings associatifs parce que ça me permettait d'aller gratuitement sur le terrain. Et on me disait toujours, tu verras, ici c'est familial, tout le monde te connaît, etc. Donc, ça a été vraiment ma porte d'entrée dans le naturisme. Et c'était très familial et j'ai toujours été très bien accueillie. Mais le premier piège, ça a été de faire attention à ne pas idéaliser mon terrain de recherche. Puisque le terrain m'est présenté comme un espace convivial, bienveillant, où tout le monde s'apprécie, où personne ne se juge, etc. Et effectivement, l'esprit naturiste, il se rapproche de ça. Mais ça a été ma première remise en question. C'est-à-dire que le fait que moi-même je sois devenue naturiste, j'ai pu me rendre compte que quand même, il y avait des petites subtilités et que c'était pas si parfait. D'accord Par exemple, en entretien, il y a une personne qui m'a dit non mais personne ne se juge vraiment, voilà, on est comme on a le corps qu'on a, c'est pas grave, on va jamais se moquer, etc. Et lors d'une discussion un peu informelle avec cette même personne, il fait une blague sur un touriste qui passe et sur son corps, je sais plus ce qu'il avait, mais il fait une petite blague comme ça, il se moque un peu. C'était gentil, mais quand même, il se moque. Et après, il me regarde et il se souvient que je suis là pour faire une enquête et il me dit mais tu noteras pas ça dans ton carnet, hein, c'était juste une blague. Et en me relisant pour préparer cette communication, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais idéalisé mon terrain puisque je ne l'ai pas noté dans mon carnet. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était une erreur d'avoir fait ça parce que c'était vraiment quelque chose qui était important quand même. Alors, tout à l'heure, je disais que je ne dévoilais plus aux enquêtés mon statut. C'est parce que avant, ça me permettait vraiment de faciliter mon accès au terrain. Le fait de dire qui j'étais, on m'ouvrait beaucoup de portes et du coup, on me laissait séjourner, souvent gratuitement, sur les campings, etc. Mais du coup, j'ai quand même remarqué que ça limitait beaucoup les informations recueillies et que les discours étaient souvent bridés, quoi. Il y avait des choses qu'on me disait pas ou ce qu'on me disait, c'était très comme une définition qu'on aurait apprise par cœur. On me disait toujours la même chose. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne plus ou très ponctuellement dévoiler les raisons de ma présence aux enquêtés, d'autant plus que mes recherches de cet été se sont concentrées sur des aspects beaucoup plus intimes, comme la sexualité. J'ai constaté l'aspect limitant des entretiens, car les réponses données étaient trop impersonnelles et superficielles. Cependant, quand on me pose la question, je ne vais pas mentir, je m'invente pas une vie. J'essaie juste d'esquiver au maximum cette question. Mais quand on me demande qui je suis, je dis oui, je suis doctorante et je ne vais pas expliquer plus que ce qu'on me demande. Mais si on me pose la question, je le dis. Non, désolée. Hop. Voilà.
Donc, cependant, c'était parfois compliqué sans dévoiler ma position de chercheuse parce que je me suis retrouvée, j'ai pratiqué seule la plupart du temps et souvent, je faisais face un peu à des quiproquos par rapport aux hommes, en fait, parce que je passais du temps avec eux, je m'intéressais, etc. Et souvent, il pouvait y avoir des confusions. Voilà, des personnes qui pensaient que j'essayais de les séduire ou quoi, alors que pas du tout. Enfin, c'était vraiment pas le cas. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué. Par exemple aussi, cet été, j'étais dans un camping du coup libertin et j'étais sur la plage toute seule et j'étais en train d'observer ce qui se passait. Et il y a un homme qui est venu, qui s'est assis juste en face de moi et qui est resté là 2 h30, c'est-à-dire le temps où moi je suis restée. Et il cherchait voilà, à ce qu'il y ait une interaction entre nous. Et c'était vraiment, il avait un profil qui m'intéressait, mais je ne suis pas allée lui parler parce que j'avais peur d'aller lui parler. Donc en fait, mes peurs ont été limitantes sur ce terrain. Et donc pour conclure ma présentation, je vais vous expliquer comment conserver sa position de chercheur face à ses propres peurs et insécurités. Donc je souhaitais vous faire part de mes observations qui ont été menées cet été au sein du quartier naturiste du Cap d'Agde et dans un camping naturiste libertin. Bien qu'étudiant le naturisme depuis plusieurs années, j'avais toujours refusé d'aller dans ces espaces-là. En fait, je me trouvais plein d'excuses pour dire que c'était pas pertinent d'y aller, mais la vraie raison, c'est que j'avais peur d'y aller. Du coup, une stratégie que j'ai trouvée, c'est que j'y suis allée avec mon conjoint, en fait. On est allé à deux. Alors, c'était très bien parce que je ne voulais pas y aller en tant que femme seule dans des espaces comme ça. Surtout que dans le milieu échangiste, quand on est tout seul, c'est principalement fréquenté par des couples, donc c'était un peu bizarre d'y aller seule. Et j'étais très, très, très angoissée en arrivant sur place. Surtout que dans le milieu naturiste auquel j'étais habituée, on ne regarde pas les parties sexuelles, on ne fait pas d'allusions, etc. Là, c'était complètement l'inverse. Il y avait des regards sur mon corps qui étaient très, très insistants. Vraiment, c'était très, très gênant pour moi et j'avais très peur. Il y avait vraiment des scènes sexuelles partout. Je suis allée dans le camping le plus libre de France, c'est-à-dire qu'on peut tout faire partout. Et j'avais pas envie de voir ça. Il y avait des choses voilà, que je ne voulais pas voir. Donc, je me suis vraiment réfugiée derrière mon statut de chercheuse et j'ai essayé d'objectiver tout ce que je voyais. Je comptais, j'observais, je prenais des notes, mais j'essayais de ne pas me laisser influencer personnellement. Je voyais les choses à travers un filtre de chercheuse. Le fait de venir avec mon conjoint, c'était rassurant, mais on avait quand même préparé en amont tout ça pour ne pas avoir de soucis aussi. On avait beaucoup discuté, on avait posé des règles, des limites. On a beaucoup discuté pendant, avant, après. Voilà. Donc, je vais passer très vite parce que j'ai plus beaucoup de temps. 5 minutes, je pense. 5 minutes. Sur une scène qui s'est déroulée cet été, mais on en reparlera si vous voulez. Où en fait, pour faire très rapide, j'étais invitée à manger chez un couple de voisins du camping. Nous étions 3 couples à ce moment-là. Et en fait, la situation a commencé un petit peu à dégénérer. J'étais pas prête, je ne m'attendais pas à ça. Et il a commencé à avoir un peu des rapprochements entre tout le monde. Et c'est vraiment une situation que j'ai mal vécue. Ça m'a beaucoup angoissée. Et j'ai lancé un regard d'SOS à mon conjoint qui, heureusement, a vite compris. Et on s'est éclipsé de cette situation et il a pu me rassurer, etc. Mais c'était quand même très difficile pour moi et c'était une situation émotionnellement intense, quoi. Donc, heureusement que je n'étais pas toute seule et heureusement qu'on a pu vraiment avoir une bonne communication entre nous pour qu'il puisse me rassurer, etc. Il est communément admis que le chercheur se doit de rester neutre et objectif face à ses enquêtés. Néanmoins, comme nous venons de le voir, cette neutralité n'est pas toujours évidente à maintenir, surtout lorsque le terrain s'avère difficile. Dans ce cas, les émotions peuvent parfois prendre le dessus et rendre les analyses subjectives.
Afin de limiter au maximum leur influence sur l'interprétation de mes résultats, il a fallu réaliser un travail d'objectivation en systématisant les observations et les analyses, en construisant des grilles d'entretien ou des idéotypes. Malgré tout, j'ai parfaitement conscience que mes émotions ou mes angoisses ont parfois été un facteur limitant et qu'il a été important de créer ce que j'ai appelé un sas de décompression. Dans mon cas, ce sas a été la rencontre des saisonniers employés au camping qui n'étaient pas tous naturistes et surtout qui n'étaient pas libertins. Je leur ai confié mon statut de chercheuse afin d'éviter tout quiproquo, mais également en réponse à leur incompréhension face à mon attitude. Pourquoi une personne viendrait dans un camping libertin mais ne pratiquerait pas ? Dans un camping comme celui-ci, nos codes et nos constructions mentales sont complètement bouleversées, deviennent normales des situations extraordinaires, dans le sens où ce sont des situations qui sortent de l'ordinaire, et deviennent parfois incongrues des constructions mentales ancrées dans nos esprits depuis toujours, comme le concept de la fidélité, de la jalousie, etc. Ce qui a été source de nombreuses remises en question personnelles. Je me suis beaucoup remise en question sur mes valeurs, ma propre sexualité, etc. Et donc, ces instants partagés avec les saisonniers m'ont fait beaucoup de bien parce qu'ils me permettaient de me reconnecter avec ma normalité à moi, quoi. Et donc, pour conclure, cette communication aura mis en évidence l'aspect pluriel des terrains d'enquête et de la posture d'enquêtrice. En effet, les terrains non uniformes ont nécessité la mobilisation d'un certain sens pratique du chercheur, c'est-à-dire, d'après Bourdieu, ce qui permet d'agir comme il faut. Au fur et à mesure que grandit mon expérience ethnographique, je peux déterminer si je dois ou non révéler entièrement, partiellement ou pas du tout mon identité de chercheuse à la manière des scènes de théâtre d'Erving Goffman. J'ai aussi appris à observer mes ressentis et émotions afin de permettre une analyse objective des données récoltées. J'ai enfin pu observer un contrôle en direct de ma posture d'enquêtrice, sorte de vigilance épistémologique, c'est-à-dire un contrôle permanent de mes actes et paroles, afin par exemple d'orienter la conversation sur des sujets qui m'intéressent, ne pas dévoiler mon statut de chercheuse, etc. Néanmoins, mes propres appréhensions ont parfois pu être un facteur limitant, bien que mes connaissances théoriques aient été un outil facilitant l'arrivée sur un nouveau terrain. Il a fallu dépasser ces craintes, car si je n'étais pas allée sur le terrain, je n'aurais jamais eu accès à toute la richesse des données. Pour ce faire, il a donc fallu épouser les manières d'être et les pratiques des terrains d'enquête. Nous arrivons à la fin de ma communication. Je vous remercie pour votre attention. Il n'a malheureusement pas été possible de partager avec vous tous les exemples qui m'ont été possibles d'observer et d'expérimenter, mais je serai ravie de vous en communiquer d'autres ou de répondre à vos questions et remarques lors d'échanges complémentaires. Merci. Bien, bonjour à tous. Je tiens d'abord à vous remercier, particulièrement le comité d'organisation pour cette invitation. Je suis ravie d'être là pour vous exposer les dimensions corporelles du travail d'enquête de ces enquêtes que j'ai faites dans 3 maisons de retraite médicalisées pour préparer une thèse en sociologie du travail sur l'individualisation, l'humanisation en fait des soins de manière plus générale aux personnes âgées dépendantes. Voilà. Donc, en maison de retraite, pour commencer, les professionnels jusqu'aux directrices, les personnes hébergées, les visiteurs, en fait plutôt les visiteuses, bref, sont majoritairement des femmes. Donc, j'utiliserai le féminin générique au cours de cette présentation. Et dans ces univers sociaux surféminisés, on peut aisément penser qu'être une femme facilite l'intégration à la vie sociale ordinaire. Et pour autant, ça n'épargne pas l'enquêtrice d'un travail de la relation d'enquête. Et je voudrais souligner dans cette communication la part corporelle de ce travail, à partir de 3 ethnographies, auprès principalement d'aides-soignantes de 2 EHPAD, que j'ai appelées les Mimosas et les Lilas, et d'une unité de soins de longue durée, dite USLD, les Églantiers. En revenant sur la façon dont le corps de l'ethnographe se conforme aux normes professionnelles des aides-soignantes, sur la façon dont ce corps produit une relation d'enquête et sur le type de relation qu'il produit, on peut faire ressortir, ce que je voudrais montrer, une dimension genrée du travail de care. Et pour ce faire, je propose d'expliquer en 3 points ce que le travail corporel de la relation d'enquête peut montrer des normes aides-soignantes en maison de retraite. Donc, premièrement, j'expliquerai comment mon genre a été une ressource pour m'immerger dans ces univers sociaux surféminisés. Ensuite, je décrirai les dimensions
corporel de l'engagement dans ces terrains, pour enfin développer l'hypothèse que l'aspect genré de ce travail corporel résonne avec les normes professionnelles de ces univers sociaux. Donc, avant d'évoquer les contraintes et ressources de genre qui ont structuré en partie mes enquêtes ethnographiques, je dois quand même expliciter les modalités d'entrée sur ces terrains. Je suis arrivée tour à tour aux Mimosas, aux Églantiers et aux Lilas, en passant par les directrices d'établissement, qui m'ont présentée ensuite comme une doctorante en sociologie, et j'ai négocié mes observations des soins avec les cadres de santé et les soignantes. Et ces dernières me font assez rapidement comprendre que l'objet de ma présence leur est relativement indifférent, principalement parce que la sociologie comme le doctorat leur sont très étrangers. Or, pour me faire accepter dans les soins, eh ben, il faut bien que les soignantes y perçoivent un intérêt même minime, au risque sinon que pèse sur moi le soupçon de voyeurisme et ou de contrôle, comme envoyé de la direction par exemple. Donc, faire oublier ma position d'observatrice, ça passe surtout par faire oublier mon statut de doctorante. Or, moi, je n'ai pas d'expérience professionnelle dans le soin ni dans l'action sociale. Je n'ai pas de grands-parents dont je pourrais raconter l'existence en établissement et je ne peux pas créer de connivence sur la base d'une quelconque expérience de la prise en charge du vieillissement. Mais s'il y a bien une caractéristique sociale ou un vécu, même que je partage avec les professionnels de cet univers social surféminisé, donc, c'est le genre. La connivence que je vais essayer de construire sur cette base, elle va mettre un temps relativement long à s'instaurer. Et mon genre me sert surtout d'abord de ressource auprès des personnes hébergées. Et donc, une première façon de me faire accepter des soignantes, c'est de me faire accepter des résidentes, notamment parce que certaines soignantes sont parfois mal à l'aise à l'idée de me laisser observer les toilettes. Donc, j'ai cherché à ostensiblement manifester mes efforts pour me présenter, pour me faire accepter des personnes dans leur chambre et de leur témoigner de ma gratitude. Et le fait d'être une jeune femme fait que je passe facilement pour une stagiaire auprès des résidentes. C'est d'ailleurs souvent comme ça que je suis présentée par les soignantes qui préfèrent négocier ma présence elles-mêmes. Et en fait, les négociations soignantes de ma présence, elles vont jouer assez rapidement sur la sexuation des relations de soins. Quelques-unes, comme Myriam, jouent de cette haute présence féminine auprès des hommes particulièrement. Pour revenir sur, je vous lis cet extrait de carnet de terrain, où Myriam m'invite à la suivre dans la chambre de Monsieur K, dont elle me dit « Ah, il va être content, il aime bien les femmes ». Elle me présente à lui comme elle l'a fait avec tous les autres, mais elle ajoute en souriant « Regardez, Monsieur K, vous en avez de la chance, dites. On a une belle femme rien que pour vous rendre ce visite ce matin. Oh là là, vous êtes gâtés ce matin, toutes ces filles rien que pour vous. » Donc, cette sexuation de la relation aux personnes hébergées comprend aussi, on le voit déjà là, on le voit poindre déjà là, une part de sexualisation. Et certaines aides-soignantes plaisantent régulièrement d'ailleurs, entre elles et avec les résidentes, en se représentant des relations amoureuses entre les résidentes ou avec les résidentes. Et la sexualisation de la relation entre résidentes et soignantes est souvent moins manifeste que dans cet exemple-là, où Sarah appelle un résident son chéri, fait aussi moins souvent scandale que lorsque l'épouse du résident se vexe et se met à insulter Sarah. Notamment parce que l'écart générationnel semble lui attribuer de fait un caractère inoffensif. Toujours est-il que cette sexualisation reste en arrière-plan des interactions avec les personnes hébergées. Les résidentes s'autorisent d'ailleurs aussi des appréciations esthétiques vis-à-vis des aides-soignantes. Elles les qualifient souvent de mignonnes, de jolies, de soleil. Elles les appellent les filles ou les petites. Et les résidentes qui m'identifient comme une stagiaire ou une étudiante m'appellent comme elles appellent les autres aides-soignantes. Je deviens assez rapidement une petite et une fille parmi les autres. Ça m'aide à faire accepter mes observations du travail de soins. Et si le fait d'être une femme facilite mon acceptation par les personnes hébergées, j'ai aussi dû apprendre à me présenter corporellement aux soignantes, qui sont en fait les premières à décider de me laisser assister aux soins, certes toujours sous réserve du consentement des résidentes. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, me rendre familière aux enquêtés passe par faire oublier mon statut de doctorante. Ce qui passe par un travail symbolique de présentation de soi, qui vient nécessairement avec une présentation corporelle. Donc, les éléments de façade de sociologue sur le terrain, c'est quand même assez sommaire. Un carnet de terrain, quelques stylos, un dictaphone. Et ces outils dont je m'équipe au début de mes immersions me démarquent des soignantes
Et si ça rappelle l'activité intellectuelle en cours, ça manifeste surtout aux enquêtés que j'épie leurs faits et gestes. Et donc, je m'en débarrasse assez rapidement, au bout de quelques semaines au Mimosa, au bout de quelques jours au Lila. Et cet abandon des éléments de façade d'intellectuel, c'est une étape vers une posture de petite face à d'autres petites. Par là, j'entends des personnels subalternes d'un secteur dévalorisé, subalternes dans une hiérarchie professionnelle, organisationnelle, qui plus est, dans le secteur gériatrique, qu'on se représente comme peu technique et donc peu valorisé. Par ailleurs, le respect de la personne âgée dépendante dont j'assiste aux soins, c'est un principe auquel tiennent les soignantes et je m'efforce de montrer que je tiens moi aussi à le respecter. Ça passe non seulement par les mesures réglementaires de politesse que j'ai évoquées plus tôt, mais aussi par un positionnement singulier dans l'espace de la chambre. Je tâche de me faire voir quand même des personnes, mais sans contact visuel direct au moment de la toilette, surtout de la toilette intime. Pour observer, il faut quand même que je me rapproche des lits, ce qui peut gêner le passage des soignantes. Bref, je me trouve souvent immobile dans un coin ou un angle de la pièce ou encore entre deux meubles. Et de façon classique, ce travail de présentation engage le corps hors travail ethnographique, puisque comme je ne porte pas mon carnet sur moi, il faut se cacher pour rédiger entre deux temps quelques pense-bêtes et surtout consacrer de très longues heures après les journées d'observation à les retranscrire dans sa chambre, le soir, souvent aussi le matin, bref, ça écourte les nuits. Et bref, cet effacement relatif du travail intellectuel, ça le repousse aux horaires privés, ce qui divise le travail ethnographique en deux temps distincts. Donc, le corps qui présente produit une forme particulière de travail d'enquête. Et dans ce contexte, il ne donne pas nécessairement une connaissance par corps du travail de Kerr. En revanche, il dit quelque chose de la construction de la relation d'enquête avec des professionnels subalternes avec lesquels la présentation intellectualisée, si on peut dire, de soi, ne permet pas de créer de familiarité. Donc, cette représentation que j'ai tâché de faire de moi-même et de mon travail a par ailleurs été marquée par une conformation progressive aux normes professionnelles qui régissent les attitudes au travail en maison de retraite. En fait, lors de mon tout premier terrain, je portais une tenue que j'estimais sérieuse pour me présenter au directeur et au cadre de santé. C'est-à-dire que je portais un pantalon de ville, un chemisier, des chaussures à talons. Et comme j'allais être logée sur place et que je ne savais pas exactement comment allait se dérouler cette première semaine, je ne savais pas si j'allais pouvoir assister tout de suite aux soins, je n'avais pas prévu de basket. Or, j'ai pu assister tout de suite aux soins et donc j'ai suivi les infirmières toute la semaine en talons, ce qui m'a valu quelques plaisanteries. Cette marque, bref, d'un travail non physique me distinguait là, du coup, des professionnels du soin. Et plus tard, pour des raisons finalement en vérité plus pratiques que symboliques, j'ai tout de suite ramené une paire de baskets et je me suis rendue dans les deux autres établissements avec des chaussures de sport dans la valise. Mais l'incorporation des normes professionnelles, elle s'est en fait accélérée avec l'arrivée du Covid sur le territoire français. J'ai commencé mes terrains en février 2020. Et donc, et dès le mois de mars 2020, j'ai porté une blouse et un masque au Mimosa. Et la peur partagée par toutes à ce moment-là de ramener le Covid dans l'établissement m'a poussée à respecter très, très scrupuleusement les règles d'hygiène, c'est-à-dire pas de bijoux, pas de vernis à ongles qui est un nid à bactéries, les ongles coupés courts et bien sûr procéder à des désinfections et lavage très, très régulier des mains, attachement des cheveux, etc. Mes deux autres terrains, ils ont débuté entre les confinements 2020-2021. Et avec l'enjeu de me maintenir absolument sur le terrain malgré les restrictions sanitaires, j'ai fait preuve d'un certain zèle dans la démonstration du respect des règles d'hygiène. Donc non seulement je portais la blouse, mais en plus je me suis mise à lisser et attacher mes cheveux pour donner l'effet d'une coiffure impeccable et disciplinée. Je ne portais plus du tout mes bijoux, ni même de maquillage. Et ce n'est pas la seule façon dont le corps intègre une part de l'éthos soignant. J'ai pris l'habitude de me rapprocher des résidentes pour les entendre, et pour qu'elles m'entendent, de me pencher vers elles, de me mettre en position assise ou accroupie pour m'adresser ou converser avec une personne en fauteuil, plutôt que de me pencher ou de rester debout, en l'occurrence, de me laisser toucher ou attraper la main, le bras, de forcer mon sourire pour qu'il soit perceptible par-dessus le masque, et enfin de maîtriser ma voix. Et en fait, au cours de mes derniers mois de terrain, tous ces efforts de conformation, que pour certains devenus naturels, ont été remarqués des soignantes qui suggèrent, en plaisantant, que je pourrais rester en renfort dans l'équipe
ou sourit en me demandant si c'est bon, est-ce qu'on peut m'exploiter, puisque désormais je connais un peu les résidentes et puis de toute façon je porte bien la tenue soignante. En somme, cette conformation aux normes professionnelles me fait paraître presque soignante, et dès lors que je leur ressemble davantage et que certaines en profitent pour me demander de l'aide dans les soins, elles acceptent mieux ma présence et surtout elles m'incluent dans leurs conversations informelles. Et c'est à ces moments-ci qu'elles s'étonnent de mon âge. La plupart disent me donner moins de 25 ans, ce qui doit être aidé par le fait que je ne porte ni maquillage ni talons qui trahissent, du coup, qui camoufleraient mon 1m50 par exemple. Et elles vont continuer à m'appeler la petite, l'étudiante, etc. Donc cet exemple de gens qui me trouvent professionnelle pour mon âge montre comment cet étiquetage place les soignantes en position de formatrice. Ce jeune âge apparent participe lui aussi de rendre l'observation acceptable. Parce que, par exemple, quand Elisa me dit qu'au début, elle essayait de tout faire bien, puis finalement, que autant que je vois que ça ne se passe pas si bien que ça veut dire finalement qu'il faut que je vois à quoi ressemble vraiment son métier. C'est-à-dire qu'elle ne me prend plus pour une contrôleuse extérieure de ses faits et gestes, mais comme une étudiante à qui elle peut expliquer son métier et qui doit donc aussi en constater les difficultés. Et enfin, pour nouer une relation de confiance et négocier mon maintien sur le terrain, il m'a aussi fallu sortir des cadres stricts de l'échange sociologique. Me présentant comme une jeune femme à qui on pouvait montrer ou enseigner le métier d'aide-soignante, la relation qui s'ensuit veut que je maintienne cette présentation dans l'échange. Donc je dois, en entretien, si je veux récolter du discours, manifester mon empathie, anticiper les questions dérangeantes ou en expliciter l'intérêt. Donc mes entretiens sont truffés d'expressions telles que « si je peux me permettre, simple curiosité, sens-toi libre de rien en dire, je te demande ça parce que j'essaye de comprendre ça, etc. » En gros, mes questions ne revêtiraient aucune autorité et doivent, si elles ne semblent pas anecdotiques, être justifiées. Et pour entretenir la conversation, je m'aperçois aussi que les réponses à mes questions sont plus élaborées lorsqu'elles sont reçues avec une forme d'expression empathique. Finalement, c'est l'objet de mon dernier point, c'est le déploiement de compétences genrées, déployées aussi quotidiennement par les aides-soignantes, qui autorisent mon maintien sur le terrain. Donc, cette conformation corporelle aux normes professionnelles, c'est aussi une conformation à des normes de genre. Et c'est ce que je vais essayer de montrer. D'une part, parce que c'est un travail féminin. En fait, c'est difficile de le considérer comme neutre. D'ailleurs, être un homme aide-soignant peut mener à quelques difficultés dans les interactions avec les résidentes. Et les travailleuses des maisons de retraite sont évidemment très conscientes de la féminité de leur métier et de leur environnement professionnel. Certaines professionnelles ont une appréciation stéréotypée du milieu féminisé de travail. Par exemple, Marie, une animatrice des Mimosas, trouve que, de toute façon, dans les EHPAD, tu vois, il y a beaucoup de femmes. Franchement, c'est compliqué d'avoir des ambiances de travail saines quand il n'y a que des femmes qui travaillent, je trouve. Quand tu as un truc à régler avec les mecs, à la limite, ils se foutent sur la gueule et puis c'est fini, quoi. Les mecs, ils ne vont pas se faire des crasses. Et bien entendu, c'est une lecture qui est partagée par les soignants, comme Jean, encore lui, qui me demande, mais être un mec avec toutes ces filles, tu crois que c'est facile tous les jours ? Oh là là, mais ça fait des histoires tout le temps. Mais moi, je dis, je m'en fous. Moi, je suis un homme. Je dis, je ne suis pas dans ces trucs-là. Et en fait, en ayant recours à des explications stéréotypées de l'ambiance de travail, ces discours sexuent les relations et l'univers professionnel. Et cette féminité de l'environnement de travail, elle est aussi à identifier dans l'ordinaire des interactions professionnelles. On repère en fait mon intégration progressive dans l'univers des aides-soignants quand je fais l'objet d'appréciation esthétique, non plus seulement de la part des résidentes, mais aussi de la part des soignantes. Je vous dis une scène qui est relativement exceptionnelle, mais qui traduit bien cette intégration progressive. Donc, c'est vers la fin, au mois de juillet 2021, donc c'est vers la fin du terrain. Ma journée se termine, il doit être aux environs de 19h. Jean et moi, on croise Nana. Nous discutons un peu et Jean raconte... Madame E, elle a bien aimé la petite. Elle lui a dit d'enlever son masque et elle était contente de voir une jolie mine. Et là, il s'adresse à moi et il me dit « Enlève ton masque » pour montrer mon visage à Nana. Et donc, je m'exécute et il me dit « Tu vois comme elle est mignonne ?» Et donc, si cette scène est relativement exceptionnelle, elle met en lumière une dimension singulière des interactions soignantes en maison de retraite. Les personnes âgées, d'une part, je l'ai dit tout à l'heure, elles sont nombreuses à dire aux filles qu'elles sont mignonnes, jolies, etc. En retour, de nombreuses soignantes complimentent systématiquement la tenue
et l'apparence générale des résidentes. Et la sexuation de la relation thérapeutique qui s'exerce des résidentes et résidents vers les soignantes est un élément d'une sexuation générale des relations subalternes en maison de retraite. Les aides-soignantes créent de la complicité avec les résidentes en les appelant souvent par des surnoms tels que ma belle, beauté, beau gosse. Et entre elles, les commentaires grivois s'ajoutent aux compliments du style « tu vas draguer » lorsqu'une collègue semble particulièrement apprêtée dans les vestiaires. Sous-entendu, tu vas draguer un résident. En me qualifiant donc de la sorte, Jean et Nana me font entrer dans l'ordinaire des relations intersubordonnées de l'EHPAD. Donc, une part de mon intégration à l'univers des maisons de retraite s'est jouée dans la progression de la sexuation des relations d'enquête d'avec les résidentes avec les travailleuses. Et surtout, les codes corporels et sociaux que j'ai incorporés au fil du temps d'immersion en maison de retraite, en fait, ils doivent traduire des compétences domestiques et des traits comportementaux traditionnellement attribués aux femmes. La sollicitude, l'affabilité, la douceur, voire la gaieté. Et les soignantes sont nombreuses à valoriser l'aspect relationnel du métier. Par ailleurs, à dire subir et faire passer au second plan ce qui en fait finalement le gros, soit les gestes de manutention et le fait de soulever des corps à longueur de journée. Dans cet extrait d'entretien avec Justine, une aide-soignante des Lilas, on voit ressortir deux dimensions essentielles du travail des aides-soignantes. D'une part, il est fatigant et pénible. On nous dit bien, tant que tu es en forme, ça va, mais quand tu te blesses, c'est foutu. Elle rappelle qu'elle est déjà blessée à 29 ans. Mais la part relationnelle du métier est particulièrement appréciée, voire survalorisée. Elle dit bien qu'elle aura du mal à quitter ce métier particulièrement éprouvant parce qu'elle aime ses résidents. Donc, ces propos de Justine, ils témoignent de l'appréciation aide-soignante générale du travail de soins. Sur mes terrains, les soignantes valorisent très peu la technique ergonomique que requiert leur travail, même si par ailleurs elles en soulignent très régulièrement la pénibilité physique. Et en parallèle, elles insistent particulièrement sur le bien-être des personnes, leur satisfaction à y contribuer et les liens affectifs qu'elles nouent avec elles. Donc, alors même que le travail soignant consiste surtout en un bodywork, un travail sur les corps, une partie de ce que ça engage de travail corporel est passée sous silence. Par exemple, la nudité, les selles et tous les objets corporels du travail sont mis à distance dans les discours aides-soignants. Surtout, ces discours tournent autour du corps des résidentes et sur ce que l'accès à leur intimité corporelle porte d'enjeux relationnels. Quand Camille, une aide-soignante des Mimosas, m'explique que les selles, les urines, c'est surtout que c'est intime, qu'il faut être à l'aise avec la personne et surtout qu'elle soit à l'aise avec toi. Donc les selles, les urines, au fond, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le lien avec la personne. Elle pointe l'aspect le plus valorisé et le plus raconté par les aides-soignantes du corps à corps qu'implique le travail de soins, à savoir l'intimité, la nécessité de mettre la personne en confiance, la mise à distance subjective du sale et du corps et la construction d'une relation de confiance avec la personne soignée. Aussi, ce qui est évalué chez moi quand je les aide à faire les toilettes et quand elles me disent que je m'en suis bien sortie, c'est bien moins mes compétences techniques, d'ailleurs assez médiocres, que mes compétences interactionnelles. Elles vont me féliciter d'avoir su me faire accepter, me remercier d'avoir fait la conversation aux résidentes pendant leur toilette, d'avoir anticipé un besoin quelconque, d'avoir tenu compagnie à quelqu'un en attendant que 2 aides-soignantes puissent venir la mettre sur les toilettes, etc. Or, la technicité des gestes aides-soignants, en vérité, elle m'est assez manifeste. Parce que, alors que je tente d'aider les soignantes avec les toilettes, je me rends bien compte de la difficulté à tenir un corps, à placer mes mains correctement pour ne pas faire mal à la personne que je tiens, à la déplacer doucement sans la lâcher, etc. Mais en fait, à l'image de ce que me dit le cadre de santé des Mimosas, les soignantes paraissent généralement considérer que la technique, ça s'apprend et que la compétence humaine, on l'a ou on ne l'a pas. Ou encore, pour reprendre les termes d'Inès, qui est aide-soignante au Lilas, qu'il faut avoir la fibre pour faire ce métier. Noémie, une infirmière des Eglantiers, elle dit la même chose en d'autres termes. Elle dit que le soin aux personnes âgées dépendantes, ça requiert des compétences innées, puisqu'elle dit qu'il y a une part de personnel, de ce qu'on est au fond de soi, en gros. Cette essentialisation de la compétence relationnelle et la survalorisation des compétences interactionnelles tentent à invisibiliser en fait la technique des gestes aides-soignants.
Et quand bien même il arrive qu'on me demande si j'arrive à suivre, aucune aide-soignante va me féliciter, par exemple, d'avoir tenu le coup physique de l'aide à la toilette. Cette mise à distance de l'effort corporel aide-soignant, on peut la comprendre comme un facteur de faible valorisation technique du métier d'aide-soignante. Elles sont d'ailleurs nombreuses à me prévenir, alors que je débute mes observations auprès d'elles, que ce que je vais regarder n'a rien de très intéressant. Et en fait, alors que quand j'assiste ensuite aux toilettes, elles commandent bien leurs gestes et m'expliquent comment elles touchent et s'adressent aux résidentes de manière à créer une forme particulière de contact. Par exemple, il y en a certaines qui préfèrent le contact peau à peau, qu'elles jugent plus authentique, d'autres qui vont insister pour déléguer la toilette du visage à la résidente, trouvant que la main sur le visage, c'est agressif, etc. Donc en fait, elles commencent très peu la dimension mécanique des gestes techniques qu'elles jugent inintéressantes, quand elles font pourtant bien le récit de gestes auxquels elles confèrent une valeur sociale et relationnelle. Donc en montrant comment j'ai dû me faire petite auprès des aides-soignantes comme des résidentes, j'ai tenté de montrer ce que recouvrait corporellement et symboliquement ce terme de petite. Donc la discrétion, l'affabilité, la disponibilité, voire parfois la reconnaissance. J'ajoute que c'est un travail de féminité, au sens par contre où c'est un travail de conformation aux normes professionnelles de ces univers sociaux surféminisés. Donc c'est un travail d'une féminité spécifique à cet environnement professionnel. Les appréciations différenciées de mon engagement corporel entre enquêtrice et aide-soignante permettent de saisir la survalorisation soignante des composantes relationnelles de leur activité au regard de la féminité du milieu professionnel. Donc il s'agit pour moi, pour conclure, de reprendre une question posée par Lefebvre, Benelli et Ray quand elles interrogent la place du relationnel dans les discours des salariés subalternes des services. Cette question, finalement, c'est comment comprendre par quel mécanisme les femmes en viennent à survaloriser elles-mêmes les composantes relationnelles de leur activité. Et une réponse que les autrices avancent s'appuie sur les travaux de Christelle Avril qui montrent un investissement subjectif du travail relationnel qui serait corrélatif au reclassement ou au déclassement des aides à domicile, dans son étude donc sur les aides à domicile. Et en fait, ce seraient les plus qualifiés pour lesquels le poste d'aide à domicile relèverait d'une forme de déclassement, qui valorise moins l'engagement émotionnel auprès des personnes âgées dont elles ont la charge et davantage leurs compétences techniques, et inversement pour les moins qualifiés. Cependant, cette explication, en fait, elle s'applique seulement partiellement aux 3 maisons de retraite que j'ai ethnographiées. Et Gérard Rimbert, dans sa thèse qu'il a menée sur un EHPAD, observe d'ailleurs un phénomène carrément inverse. Et s'il est clair que les nouvelles aides-soignantes non qualifiées parlent essentiellement du lien qu'elles entendent entretenir avec les résidentes, cet engagement relationnel ne leur est pas exclusif. Donc la survalorisation de la compétence relationnelle n'est pas exclusive aux soignantes les moins qualifiées, et par ailleurs, elle n'est pas non plus exclusivement féminine. Donc je voudrais avancer en guise de conclusion une autre piste d'explication à cette survalorisation de la compétence interactionnelle qui vaudrait au moins pour les maisons de retraite que j'ai ethnographiées. Cette explication, elle part du principe que la norme de sollicitude, c'est en fait une prescription du travail en maison de retraite. Il y a une prescription humaniste qui est diffusée par les directions, l'encadrement, mais aussi par le collectif professionnel qui vient réguler les diverses bonnes façons de faire en reconnaissant le travail de ses membres ou en le sanctionnant négativement. Et si les engagements relationnels et émotionnels dans le travail aide-soignant sont multiples, cette norme de sollicitude, ce n'est pas qu'un objectif flou qui serait perpétuellement négocié par les travailleuses. En fait, c'est aussi une norme qui contraint les attitudes, les discours, les rapports subjectifs et, comme j'ai tenté de le montrer, les corps au travail. Et pourtant, cette prescription, elle peine, dans cet univers professionnel féminisé, à être appréhendée comme telle, tant sa dimension interactionnelle semble aller de soi, tout en prenant le pas sur sa dimension technique. Or, comme le soulignait Pamela Fishman, citée d'ailleurs par les autrices dont je parlais tout à l'heure, le maintien actif d'un genre féminin exige que les femmes soient disponibles pour faire ce qui doit être fait dans l'interaction, puisque le travail interactionnel est lié à ce qui constitue le fait d'être une femme, à ce qu'est une femme. L'idée qu'il s'agit d'un travail est obscurcie. Le travail n'est donc pas considéré comme ce que les femmes font, mais comme une partie de ce qu'elles sont. En somme, ce travail interactionnel comme le travail de care sont assignés au genre féminin,
Et dès lors, non seulement les compétences techniques déployées par les aides-soignantes sont minimisées pour survaloriser les compétences relationnelles, mais il devient difficile de les envisager comme des savoir-faire construits sous l'impulsion normative des prescriptions de travail. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je me joins aux remerciements vis-à-vis des organisatrices et des organisateurs du colloque. Aujourd'hui, je vais vous présenter une communication qui s'inscrit donc dans le cadre de ma thèse de sociologie. Thèse qui porte sur l'intimité d'adolescents et d'adolescentes placés en protection de l'enfance. Et j'y appréhende en fait l'intimité comme le support d'intervention éducative et finalement la matière première du travail des professionnels. Je m'intéresse plus précisément à l'expérience des jeunes qui sont les premiers et les premières concernés par les formes d'appropriation de leur intimité. Ces formes qui visent soit à restreindre leur intimité, soit au contraire à la rendre possible. L'intimité, elle peut être définie de différentes manières, par exemple comme une propriété de soi corporelle, également comme une conscience de soi, de son intériorité, ou encore comme une frontière qui délimite un monde que les autres ne peuvent pas voir sans un accord préalable de la personne, et un monde donc visible à toutes et tous. Quelle que soit la définition que l'on en retienne, l'observation de l'intimité est complexe. Elle implique un temps long d'immersion dans la vie quotidienne des jeunes, donc une année en l'espèce, pour parvenir à construire avec elles et eux une relation de confiance, au même titre qu'avec les professionnels qui sont garants de mon droit d'accès aux établissements enquêtés. C'est à partir donc de ces matériaux ethnographiques que je documente les différentes dimensions de l'intimité juvénile, donc au sein de 2 services de placement. D'abord une maison d'enfants à caractère social, donc plus communément appelé foyer, et ensuite un service de séjour de rupture. Ces 2 services accueillent des adolescentes et des adolescents de 11 à 17 ans qui sont placés donc par un juge des enfants pour une durée qui varie soit de 3 semaines pour les séjours de rupture, c'est des séjours plutôt courts, ou alors plusieurs années pour le foyer. Dans cette communication, je voudrais montrer que l'un des enjeux majeurs de l'enquête sur l'intimité en établissement de protection de l'enfance réside dans la difficulté pour l'ethnographe à respecter la bonne distance entre son corps et celui des jeunes enquêtés. Il existe en effet une injonction à la bonne distance reprise tant par les professionnels de l'enfance en danger que par certains et certaines pairs universitaires, et j'y reviendrai, qui se traduit dans les faits par une mise en garde contre toute forme de proximité relationnelle ou morale entre les jeunes et l'ethnographe que je suis, perçue avant tout en fait comme une adulte non formée à la prise en charge d'enfants en danger et donc illégitime à relationner en partie avec eux. Dès lors, certains rapprochements que j'ai pu avoir dans le cadre du terrain vont mettre en lumière finalement les frontières délimitées par l'institution en matière d'intimité et d'accès donc à ces jeunes placés. Et cette présence de ma part auprès des jeunes va parfois créer polémique, j'y reviendrai, et rendre ainsi saillantes les représentations que les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales, et peut-être même plus globalement les adultes, ont de ces jeunes placés. Donc, dans un premier temps, je présenterai le contexte particulier dans lequel se situent les corps enquêtés et le mien, contexte dans lequel la seule mention de mon objet d'étude a suscité d'abord de vives réactions. Je m'attacherai ensuite à décrire la manière dont l'enquête de terrain a consisté finalement en un ajustement difficile donc de ma place auprès des enquêtés, pour tenter de réduire la distance avec elles et eux dans un contexte justement qui contraint fortement la coprésence des corps adultes et juvéniles. Au-delà de cette définition des implications de mon corps au travail, je m'attarderai sur les situations au cours desquelles ce travail a échoué, en mettant en exergue les limites de l'engagement ethnographique en institution protégée. Et je conclurai en identifiant quelques pistes d'analyse nées de cette communication qui visent donc à considérer le corps de l'ethnographe comme un outil heuristique pour la recherche. Pour commencer, sur le contexte, on peut établir 2 caractéristiques donc, de ce contexte d'enquête. D'abord, il est caractérisé par la vulnérabilité des enquêtés, donc des jeunes, et ensuite par la sensibilité de l'objet d'étude.
En ce qui concerne la vulnérabilité, on peut déjà nommer le fait que l'enquête sur l'intimité d'adolescents placés, on peut la qualifier peut-être de sensible à double titre. D'une part, parce que pour être documentée, l'intimité doit donc être observée in situ ou bien saisie à travers les discours recueillis dans les coulisses de l'institution. Mais d'autre part, la sensibilité de cet objet, elle est caractérisée par la vulnérabilité donc des jeunes enquêtés. C'est une vulnérabilité que leur impute tant l'action publique et ses professionnels qui ciblent ces jeunes en raison à la fois de leur minorité et de la situation de danger dans laquelle il et elle se trouvent. Mais c'est également une vulnérabilité qui est appréhendée par le sociologue qui peut qualifier ces enquêtés d'acteurs faibles dans le sens d'individus socialement affaiblis. Dans le contexte particulier de la protection de l'enfance, la vulnérabilité occupe donc une place centrale. C'est la raison d'être de cette politique et des dispositifs qui en découlent. Et elle est régulièrement mobilisée par les professionnels pour justifier les choix pris à l'égard des enfants sur la quasi-totalité de leur sphère de vie au cours du placement. Pour l'ethnographe que je suis, cette vulnérabilisation des enquêtés implique la démonstration d'un appareillage méthodologique et éthique bien ficelé. Alors, loin d'affirmer que ma démarche en la matière est irréprochable, et même au contraire, puisque l'enquête ethnographique avance finalement à tâtons, par essai-erreur, on va dire, elle tente tout de même de respecter à minima les précautions éthiques relatives à la spécificité de la recherche avec des mineurs. Par conséquent, ce n'est que progressivement que des sessions d'observation ont été programmées dans les murs de l'institution, en prenant le temps de me présenter auprès des jeunes à l'aide d'outils adaptés à l'âge, par exemple, et en leur exposant les tenants et aboutissants de leur éventuelle participation à la recherche. Si ces préalables sont nécessaires à de nombreuses enquêtes ethnographiques, ils le sont peut-être particulièrement auprès d'enquêtés dont l'accès est gardé finalement par des professionnels qu'il faut donc convaincre en premier lieu de la légitimité et de l'intérêt d'une recherche sur le public qu'ils prennent en charge. Et c'est d'ailleurs un public vis-à-vis duquel ces professionnels considèrent avoir en partie finalement l'exclusivité de la connaissance de leurs besoins. Donc, avant d'entrer en lien avec les jeunes, la première étape a consisté à présenter l'objet de la recherche auprès des cadres de l'association. J'en viens donc au deuxième point du contexte. Ces professionnels m'ont en effet très tôt rappelé la sensibilité de l'objet au moment de présenter le projet au comité de direction, donc d'une association au sein de laquelle je suis déjà connue pour y avoir travaillé quelques années auparavant en tant que chargée de mission, donc pas en tant que travailleuse sociale. Les directeurs et directrices me mettent en garde. Ils me disent que l'intimité et sa dimension sexuelle, notamment, est un sujet encore très touchy pour les professionnels, je les cite, qui risquerait de mettre en péril mon intégrité physique. Je serais ainsi certainement confrontée à des provocations de la part des jeunes et peut-être même plus. En fait, la première provocation à laquelle je suis confrontée provient des professionnels eux-mêmes et d'un des directeurs qui s'adresse à moi en ces termes. Alors, j'arrive quand on parle de ta sexualité, Fanny. Donc, cette phrase en particulier, elle va me permettre de mettre l'accent sur, évidemment, la teneur polémique que revêt l'évocation de la dimension sexuelle de l'intimité en société. La sexualité comme l'intimité est renvoyée au registre de la pudeur, de l'anecdote, du non social, tout du moins de questions qui ne sont pas objectivables par la sociologie. Dès lors, si cette dernière remarque me met évidemment particulièrement mal à l'aise, la réaction qu'elle va invoquer de ma part constitue à mon sens une première mise à l'épreuve, consistant justement à faire la preuve de la légitimité d'un objet d'étude perçu comme illégitime. J'ai ainsi fourni un travail important pour conserver une contenance, donc pour sauver la face et sauver la situation, alors même que celle-ci prenait une orientation visant à me sexualiser. Il n'est pas anodin par ailleurs que les sociologues qui enquêtent sur la sexualité soient sexualisés, de même peut-être que l'enquête sur l'intimité soit mobilisée face à l'enquêtrice pour l'intimider en retour. D'autre part, la réaction des professionnels, les réactions s'inscrivent dans la continuité d'une panique morale des adultes qui est déjà documentée par de nombreux sociologues, par exemple comme Michel Boson, à l'égard de l'évocation de la sexualité juvénile. Donc cette panique, ça va être le résultat de l'intensification autour d'une peur, autour d'un problème social et d'une disproportion finalement entre cette peur, cette angoisse collective et la menace présente.
Elle est alimentée par des discours médiatiques et politiques qui dénoncent une précocité nouvelle des rapports sexuels juvéniles, une hypersexualisation du corps des jeunes filles ou encore une surconsommation de contenu pornographique dès le plus jeune âge. Mais dans le secteur de la protection de l'enfance, cette peur, elle est amplifiée par des chaînes professionnelles qui associent la sexualité des jeunes placés à des conduites dites à risque, que l'on pense à la prostitution, aux violences conjugales ou encore aux grossesses dites précoces. Donc, il n'est pas surprenant que l'évocation de l'intimité des jeunes fasse réagir. Toutefois, le fait qu'elle soit évoquée par une enquêtrice et non par un enquêteur semble orienter différemment les craintes des professionnels. Leur réaction pointe l'existence d'un danger pour l'ethnographe que je suis en m'intéressant à l'intimité, là où, à l'inverse, les comptes rendus d'enquête de certains chercheurs masculins mettent en exergue l'intériorisation d'une vigilance à l'égard de ce que leur propre corps d'homme auprès d'enfants peut constituer un danger pour ces derniers, notamment compte tenu de la suspicion de pédocriminalité qui pèse sur les hommes en contact avec les enfants. Enquêtée vulnérable, sujet de recherche sensible, au démarrage, je suis donc exposée à des réactions vives, qu'on peut qualifier de provocatrices, autant de mises en garde à l'encontre de mon intégrité physique et scientifique qui ont rythmé par la suite le quotidien de l'enquête, jusqu'à le rendre impraticable pour certains gestes ethnographiques. J'en viens donc à cette partie intitulée « Enquêter l'intime à bonne distance ». Donc, je l'ai dit, au sein des établissements, il y a une règle commune qui s'applique aux configurations qui mettent en jeu des corps adultes avec des corps enfants, celle de la bonne distance professionnelle. Elle concerne autant la relation éducative que la relation d'enquête que je tisse avec les jeunes. En ce qui concerne la relation éducative, tout d'abord, on peut donc préciser que l'activité des professionnels, elle est guidée par cette bonne distance, qui vise en fait à ne pas outrepasser la limite qui transformerait la relation éducative autorisée en une relation familière qui serait risquée. Les travailleurs sociaux sont très tôt socialisés à cette règle, dont la genèse peut être attachée aux théories relatives à l'enfance maltraitée, qui sont diffusées au cours du XXe siècle. Et dans ce sillage, les outils développés par des psychologues, psychanalystes ou pédiatres irriguent de longue date l'intervention des professionnels de l'enfance, par exemple pour mesurer l'impact des maltraitances sur le bon développement de l'enfant ou la qualité des liens qu'il entretient avec ses figures d'attachement, le plus souvent les parents et le plus souvent les professionnels vont cibler la mère. Donc, les éducateurs sont mis en garde vis-à-vis du risque d'empiéter sur la relation entre l'enfant et ses parents. Et cette bonne distance, c'est l'outil vraiment privilégié pour se prémunir contre le transfert de la relation parent-enfant vers la relation éducative. Alors, elle doit faire l'objet d'un dosage, cette règle. Cette bonne distance, elle doit en effet être bien assez pour ne pas risquer l'ambiguïté de la relation, mais pas trop grande non plus, puisque le métier d'éducateur-éducatrice valorise le travail émotionnel, le souci d'autrui ou l'empathie. Donc cette distance, elle permet en outre aux professionnels de revendiquer une autorité sur les jeunes, comme l'explique un éducateur à propos de la proximité physique d'une professeure de danse avec Haroun, 15 ans. L'éducateur me dit « Haroun a un corps d'homme, mais c'est un enfant, il ne faut pas l'oublier. » Elle lui ouvre les bras, donc la professeure de danse. Il vient dans ses bras, c'est un rapport intime qu'il faut freiner, car ensuite, il se permet trop de choses. En plus, c'est une femme et une maman, donc le rapport est encore plus intime et il faut faire attention. Avec moi, il ne se permettrait jamais un quart de ce qu'il a dit à la prof, parce que je garde la distance. La bonne distance suit donc une logique genrée, puisque les rapprochements des corps ne sont pas jugés de la même manière lorsqu'ils sont mixtes. Mais au-delà du genre, elle suit également une logique sexuelle qui entre en jeu. Comme dans l'extrait qui va suivre et que je vais vous citer, l'hétérosexualité des rapports est en effet présumée sur le terrain d'enquête et l'expression d'une proximité par des gestes ou des mots est perçue comme un risque. Donc, Younes, la quarantaine, un éducateur, me dit à propos de Chloé, 17 ans, « Je prends mes distances. Elle a dit que son style de mec, c'était maghrébin, algérien, plus âgé. Du coup, je reste loin, je suis sympathique, mais c'est tout. » Et à l'inverse, les rapprochements physiques entre les corps de même sexe sont normalisés, ne soulèvent aucune panique, si tant est bien sûr que ce soit des corps hétérosexuels, en attestent les nombreuses contentions physiques des éducateurs hommes avec les garçons, que j'observe régulièrement, ou les gestes de bonhomie qui sont échangés pour se saluer, se taper dans le dos, etc.
De la même manière, les sorties au hammam ou au spa le temps d'une après-midi entre filles ne soulèvent aucune résistance. Donc face à ces éléments, toute la difficulté va résider dans le fait de trouver le bon positionnement, la bonne place auprès de mes enquêtés. L'enjeu, c'est de conserver cette distance pour ne pas risquer le voyeurisme ou l'intrusivité que revêt l'enquête de proximité, mais en même temps de tenter de la réduire pour permettre à la relation d'enquête d'exister. J'en viens à ce second point. Ok, merci. Et je vais accélérer. Qui, du coup, vise pour moi progressivement à me fondre dans le décor en réduisant deux types de distances sur lesquelles je peux agir. Donc d'abord, la distance de classe. Je vais emprunter par exemple aux propriétés sociales du milieu, donc par un mimétisme partiel, je vais gommer certains marqueurs vestimentaires, notamment ceux de la fraction de classe intellectuelle supérieure à laquelle je suis rattachée en tant qu'universitaire. Donc, je vais suivre une règle implicite qui implique de porter des vêtements confortables, qui ne sont pas sophistiqués, etc. Mais le choix de ce style de tenue pour chacune de mes sessions d'observation va de pair aussi avec le souci de me désexualiser, pour faire suite du coup à ma première interaction sur le terrain. Et je vais donc essayer de trouver une bonne distance en effaçant aussi certains attributs de mon genre, de mon sexe, dans un milieu où les corps, justement, doivent apparaître prêts à toute éventualité. Eh bien, la féminité, elle est souvent disqualifiée au motif de sa superficialité. Donc, toutes les techniques esthétiques de présentation, coiffure, maquillage, etc. vont être abandonnées. Et ça va me permettre plus largement d'être vigilante à ce que ma présence et les pratiques d'enquête qu'elle implique ne soient pas interprétées comme une forme de séduction. Situation que j'expérimente au sein du séjour de rupture, donc où il y a une surreprésentation de corps d'hommes, et je suis souvent la seule femme à observer finalement, où du coup, un enfant, un adolescent de 12 ans, Issa, me dit « vous êtes très charmante », me dit qu'un jour, voilà, il m'invitera au restaurant, il me demandera ma main, etc., devant une assemblée d'hommes, donc d'autres enfants placés, mais également les éducateurs qui rigolent de cette blague, etc., et le chef de service qui essaie de me rassurer en me disant « mais c'est une provocation gentille, il faut en rire, là ça va ». Au début, les jeunes disaient des filles qu'elles étaient bonnes. Là, il a dit que vous êtes charmante, donc il a progressé. Évidemment, cette situation est assez gênante. Alors, par déjà l'âge de ce prétendant qui est un garçon de 12 ans, mais aussi par le fait que finalement, ça met en jeu une rupture dans cet impératif de bonne distance entre corps adulte et juvénile et entre corps de femmes et corps d'hommes. Dans cette situation, je vais mobiliser des dispositions de genre, donc comme le dit Isabelle Claire, qui répondent à un souci fréquent pour les femmes dans leurs interactions de donner une image acceptable d'elles-mêmes, de résister aux tentatives d'intimidation et de faire preuve d'une décontraction ostentatoire, ce que j'essaie d'appliquer. Mais je vais prendre aussi appui au cours de l'enquête sur d'autres dispositions de genre que je ne vais pas développer maintenant, mais je pourrais y revenir, en termes de disponibilité, déjà, auprès des professionnels et des jeunes, et puis aussi développer un travail sous forme de care, c'est-à-dire un soutien ponctuel au quotidien des enquêtés, une forme aussi de souci et de préoccupation vis-à-vis d'elles et d'eux. Malgré du coup ces pratiques, ces stratégies que j'ai essayé de développer dans le cadre de mon enquête, j'en arrive malgré tout aux limites de mon engagement sur le terrain. Et en fait, ça va se matérialiser notamment dans la situation d'entretien. À partir du moment où je vais proposer aux professionnels et aux jeunes de programmer des entretiens, on va me faire part d'une limite, celle notamment de ne pas passer de temps seul à seul avec eux. Par exemple, avec Haroun, 15 ans, c'est le premier avec qui je réalise des entretiens. Très vite, on va m'empêcher l'accès à certaines salles ou du moins pas faciliter le fait de pouvoir trouver un lieu, tout simplement, pour s'entretenir. Et à la fin de chaque entretien, j'ai pu en faire 2 seulement sur 12 mois d'enquête, les professionnels viennent vers moi et me demandent alors, vous êtes entretenu en audience avec lui, alors qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il était dans la narration, le délire? Bref, j'ai du mal à finalement retenir leur hâte et à ne pas répondre. On me dit même, à partir du moment où je fais des entretiens avec Haroun, maintenant, il va t'associer à son objet de réconfort et de bien-être. Autrement dit, la distance avec lui, c'est fini, je ne pourrai plus en user. Au foyer, c'est cette même situation d'entretien qui me met en difficulté, notamment au cours d'un événement. Je suis amenée à visiter la chambre d'une jeune qui m'invite, donc dans sa chambre, pour me montrer l'organisation. Et de fil en aiguille, on discute presque 1 heure sur le décès récent de sa mère.
Finalement, au cours d'une réunion d'équipe, j'explique ce qui s'est passé aux professionnels et je leur propose de réaliser des entretiens dans la chambre des jeunes qui le souhaitent et qui m'y invitent. Les professionnels s'y opposent catégoriquement. Ils me disent « La chambre est un endroit où on ne fait pas entrer les discussions sur les parcours de vie des jeunes et où on évite d'entrer, surtout sur des gamins abusés, surtout qu'on travaille le rapport au corps et à l'intimité. » Cet événement, il est survenu à la suite d'une année d'ethnographie et il a été particulièrement important dans l'orientation de ma recherche. Il a mis l'accent déjà en fait sur les enjeux de définition qui entourent l'usage de l'intimité en foyer. Et en fait, à rebours de l'affirmation des professionnels selon laquelle on n'entre pas dans les chambres des jeunes, eh bien, mes observations vont montrer le contraire. En fait, la chambre est un espace en permanence envahi par le regard éducatif, de jour comme de nuit. On y entre et on y sort pour vérifier l'état, la propreté, la présence. Et en fait, les jeunes ont vraiment tout un enjeu de négociation vis-à-vis de cet espace qui est le seul espace dans lequel ils peuvent se retrouver seuls dans le foyer, d'accord, et qui leur appartient du moins en partie. Cette polémique autour de la chambre, en fait, elle s'est diffusée hors du terrain d'enquête et je vais terminer cette dernière partie là-dessus, puisque lorsque j'ai présenté les premiers résultats de ma recherche dans des colloques ou des séminaires à l'université, la narration de l'épisode des chambres a cristallisé beaucoup de critiques. Mais au-delà de ces critiques, en fait, c'était surtout le rôle et la place de l'ethnographe auprès des jeunes qui étaient ciblés. À ce titre, d'ailleurs, Isabelle Claire confirme que l'enquête sur l'intimité expose peut-être particulièrement la personne qui la mène au jugement et au malaise. Par exemple, on a pu formuler des critiques à mon égard, donc par des pairs qui m'ont dit vous vous êtes imposé chez eux comme une inconnue de plus qui franchit leur porte, ou encore il y a des lignes rouges que le chercheur ne doit pas franchir. Alors, ces pairs universitaires ont la particularité d'avoir une expérience professionnelle en fait dans le champ de l'enfance. Donc, ça témoigne déjà d'une diffusion importante de cet impératif de bonne distance au-delà de la sphère universitaire, enfin de la sphère professionnelle dans la sphère universitaire. Mais ça invite à réfléchir au statut de la chercheuse vis-à-vis d'enquêtés dominés, dont la parole peut facilement être confisquée au prétexte de la protéger. À cet endroit, je voudrais préciser que les éléments formels de recueil du consentement d'enquêtés mineurs que j'ai présentés au début ne garantissent pas, évidemment, une compréhension pleine et entière de mes intentions vis-à-vis des jeunes. Comme le soulignent Jean-Paul Paillet et Frédéric Villani, il ne suffit pas de bonnes intentions pour dépasser les risques d'indécence de l'enquête. C'est plus largement, en effet, peut-être la rigueur de la démarche ethnographique compréhensive qui vise à prendre au sérieux la parole des enquêtés et à leur reconnaître le pouvoir de tisser du lien, une relation avec l'enquêtrice que je suis. Et dans cette perspective, accepter l'invitation d'une jeune qui me fait visiter sa chambre ou prendre au sérieux les propos d'un jeune en entretien, propos qui sont souvent disqualifiés, sont peut-être la forme du respect finalement minimal que l'ethnographe peut témoigner envers ses enquêtés. Je conclus donc en 5 minutes, merci. J'espère, à l'issue de cette présentation, avoir amené des pistes pour montrer que le corps de l'ethnographe, lorsqu'il est appréhendé comme un outil d'enquête parfois transgressif ou polémique, peut être heuristique. Et je vais vous présenter très brièvement 3 pistes pour l'analyse. D'abord, concernant la place de l'ethnographe sur les terrains d'enquête, il apparaît que le genre de l'ethnographe oriente différemment la perception de l'objet d'étude. En tant que femme, enquêter l'intimité d'adolescents me rend vulnérable, en atteste la sexualisation et les mises en garde dont j'ai fait l'objet, et délégitimise donc mon intégrité scientifique. D'autre part, la difficulté à engager une proximité auprès des jeunes, proximité qui est évidemment nécessaire pour enquêter, donc faire des entretiens, observer, eh bien, cette difficulté d'être proche avec les jeunes témoigne d'une forme peut-être de confiscation, peut-être de dénégation de leur autonomie morale par les professionnels et plus largement par l'institution. Deuxièmement, l'heuristicité du corps de l'ethnographe comme outil d'enquête apparaît dans la démarche de recherche en terrain sensible. En effet, les polémiques suscitées par ma présence auprès des jeunes m'ont permis d'adapter en fait progressivement ma méthodologie aux exigences du terrain. Donc, j'ai fait le choix de ne pas faire d'entretien formel, de m'en tenir à des entretiens in situ ethnographiques sur les lieux pertinents de vie des jeunes, et ces entretiens sont donc nécessairement discontinus dans le temps et dans l'espace.
En refusant le cadre de l'entretien formel, il s'agit aussi d'éviter de reproduire le format d'entretien thérapeutique et éducatif vis-à-vis desquels ces jeunes ont une très grande expérience et que je ne voulais donc pas reproduire auprès d'eux. En effet, souvent, la principale difficulté, quand ils et elles ont compris que je n'étais pas une éducatrice, c'était qu'ils comprennent que je ne suis pas une psychologue non plus, puisque le cadre de l'entretien sociologique leur fait spontanément et évidemment penser au cadre de l'entretien psychologique. Troisièmement et dernier rapport, il me semble, de cette communication relative à l'engagement du corps de l'ethnographe, c'est de permettre de nourrir les dimensions de mon objet de recherche à deux endroits. D'abord, l'analyse a mis en exergue l'existence d'une norme professionnelle, donc la bonne distance, qui structure tous les rapports sur le terrain entre bénéficiaires et intervenants sociaux. Elle est mobilisée dans la quasi-totalité des échanges et elle suit donc une logique genrée, je l'ai dit, hétéronormative, mais également générationnelle. Elle permet de légitimer une autorité sur des enfants en tant qu'adultes. Et enfin filiale, puisque c'est l'origine même de cette norme, c'est ne pas remplacer donc les parents des enfants. Pardon. Ensuite, cette analyse m'a permis d'identifier un dernier apport, c'est les frontières de l'intimité des jeunes. Et en fait, ces frontières, on le voit, elles sont largement définies par les professionnels. Les marges d'autonomie en la matière sont faibles. L'intimité de ces enfants, qu'elle soit spatiale, biographique, relationnelle, sexuelle, etc., elle est investie largement par l'institution et l'institution l'investit dans le cadre de missions qu'elle nomme comme étant des missions d'éducation et de protection. Donc, ce sont évidemment des pistes de première analyse qu'il faudrait approfondir. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de discuter les trois communications qui m'ont été communiquées sous forme écrite. Donc, j'ai pu les lire tranquillement avant, en plus de les redécouvrir à l'oral. Merci déjà à vous trois pour ces communications et cette discussion. Alors, je vais les discuter en revenant sur trois points qui me permettra de revenir sur des éléments qui me paraissaient transversaux, mais aussi de rediscuter un certain nombre de choses propres à chacune de vos communications. Et j'espère peut-être d'ouvrir aussi plus largement la discussion pour refaire écho à ce dont nous a parlé Caroline Ibos tout à l'heure pour initier cette journée. Donc, vos trois communications témoignent de l'intérêt que nous avons en tant que chercheurs et chercheuses à opérer un travail de réflexivité interrogeant la relation d'enquête au corps du prisme engagé de l'ethnographe sur le terrain, comme le titre à merveille cette session. Cette posture permet en effet de rendre compte des mécanismes de socialisation par corps, pour reprendre la formule de Sylvia Fort, c'est-à-dire des processus par lesquels des dispositions à ressentir, à agir, à penser sont intériorisées par les acteurs sociaux au gré de leur trajectoire dans des espaces de sociabilité ou de pratique pouvant relever d'un loisir associé à un style de vie, comme pour le naturisme, comme d'un métier. L'intérêt d'analyser cette socialisation par le prisme du corps, c'est qu'elle nous donne accès, et vos communications respectives le montrent bien, aux normes tout à la fois physiques, émotionnelles, cognitives et morales qui structurent les espaces de pratique observés. Dans ta communication, Thelma, on comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'une socialisation au naturisme, mais carrément d'une conversion, impliquant de ta part l'acquisition de connaissances et la familiarisation à des valeurs et des individus étant d'abord totalement étrangers, avant ensuite de faire l'objet d'une expérience corporelle pratique dont on perçoit, sans que ce soit toujours explicitement analysé, qu'elle passe d'abord par une pression sociale extérieure, ensuite relayée par des sociabilités, sources d'affinité qui contribuent à ton adhésion à la pratique. En te lisant, je n'ai cessé de me demander comment tu as appris à domestiquer ton regard et à contrôler tes comportements de façon à t'ajuster aux normes de bienséance en vigueur dans les campings naturistes, un peu comme l'a fait Jean-Claude Kaufmann sur la pratique des seins nus sur les plages. Je pense que ce travail d'intériorisation peut être analysé par le prisme des émotions, dont tu nous as beaucoup fait part, que tu as ressenti sur le terrain et permettrait d'éviter d'expliquer l'intérêt des enquêtés à te convertir et le tien à adhérer par des élans spontanés ou désintéressés. Dans ta communication, Julie, la négociation de ta présence physique aux côtés des soignantes et des résidentes et résidents de maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes offre un prisme d'analyse à l'analyse des normes professionnelles, tout à la fois corporelles et genrées du travail de Kier. Le parallèle avec le travail de Diane Desprats sur les processus de socialisation aux normes des soins de l'apparence dans la coiffure m'a frappée, parce que je travaille actuellement avec mes étudiants là-dessus,
Et on a découvert ce papier qui s'appelle « Dégoût et normes d'hygiène dans un métier de soins des apparences, la socialisation par corps des coiffeurs et coiffeuses », paru dans Société contemporaine en 2020, qui est un très joli papier, je trouve. Et elle rappelle que le corps des coiffeurs et des coiffeuses constitue un outil de travail dont les effets sur la santé des professionnels sont invisibilisés par une culture somatique commune. Elle rappelle aussi que le corps, c'est un espace de représentation de soi qui met en jeu la respectabilité des travailleurs et des travailleuses, comme la réputation du salon où ils et elles officient. Je me suis demandé si ces normes étaient, comme dans la coiffure, ajustées à des normes de bienséance corporelle petite bourgeoise chez les soignantes. En tout cas, certains extraits que tu nous as cités le laissent penser. Et si, une fois intériorisées, elles produisaient des formes de dégoût, comme chez les coiffeuses, que tu aurais toi-même ressenti, mais qui ne peuvent toutefois pas s'exprimer sans porter préjudice à la norme d'humanisation des soins que tu évoques dans ton papier, et donc sans contrevenir à ce qui est attendu d'un bon, ou plutôt ici d'une bonne professionnelle. Dans ta communication, Fanny, c'est un enjeu similaire de conformation aux normes régissant la pratique des éducateurs en charge de mineurs mis sous protection que tu analyses par le biais des réactions provoquées par ton objet de recherche relatif à la négociation des frontières d'une intimité précisément mise à mal par le parcours de ces jeunes, mais aussi à ta présence en tant que femme dans des institutions accueillant des adolescents prompts à interagir sur le registre de la virilité ou de la séduction, qui est un espace de gratification probablement parce qu'ils sont disqualifiés partout ailleurs. J'y pensais aux travaux de Gérard Mauger à cet égard. Tu montres toutefois bien que ces frontières font l'objet de redéfinitions constantes par les éducateurs au gré de configurations de genre. La distance peut ainsi être de mise pour parer à toute forme de sexualisation de la relation d'accompagnement, tu le montres par exemple dans le cas d'Anthony, comme pour parer à toute effraction de la sphère psychique de l'adolescent, comme tu le montres bien dans le cas de Rose, dont l'invitation à rejoindre sa chambre pour échanger sur son parcours aurait dû, selon les professionnels, être refusée parce qu'elle ne respecte pas les délimitations spatiales symboliquement établies pour définir les espaces dans lesquels leur parcours heurté, assez jeune, est officiellement travaillé par l'institution. Même si on voit bien que bon, là, il se passe d'autres choses dans les coulisses, on le voit bien. Dans les trois... Donc, j'en arrive à mon deuxième point de discussion. Dans les trois communications, la mise en jeu du corps de l'enquêtrice permet d'interroger la production du genre, mais aussi la sexuation des corps, ainsi que les enjeux relatifs à la sexualisation de la relation d'enquête. C'est bien trois choses différentes. Comme le note Isabelle Claire dans son papier « La sexualité dans la relation d'enquête, décryptage d'un tabou méthodologique » paru dans la Revue française de sociologie en 2016, ce script caché, comme elle l'appelle, peut autant favoriser qu'empêcher l'enquête de terrain. Ça apparaît de manière éclatante dans ta communication Thelma, où l'engagement dans des pratiques sexuelles constitue une forme de sexualisation qui n'est plus tenable pour la chercheuse. En quoi cette frontière, à la fois physique et morale, visiblement partagée par les naturistes non libertins, nous renseigne-t-elle sur la carrière socialisée des nudistes? Comment est-ce que les naturistes libertins ont redéfini les frontières de ces normes de civilité sexuelle? Partant de la prémisse développée par Norbert Elias dans La civilisation des mœurs, je me suis dit qu'il y aurait un intérêt heuristique à se considérer qu'il n'y a rien de plus socialisé que les besoins naturels, dont la sexualité fait bien sûr partie. Concernant ton papier, Fanny, les polémiques soulevées par le face-à-face des entretiens que tu as sollicités ou des discussions que tu as pu avoir ou de la fréquentation des mineurs placés sous protection montrent à quel point cette intimité relève d'une frontière du soi labile, puisqu'elle fait l'objet de négociations et de renégociations constantes entre éducateurs. On se demande si elles ne sont pas aussi renégociées par les adolescents et comment. Et donc, cette intimité peut aussi recouvrir ou non des formes de sexualisation. Elles peuvent faire jouer des rapports de séduction sans forcément intégrer ou faire survenir une sexualisation de la relation. Et donc, est-ce qu'on peut, à partir de là, affirmer que la sexualité fasse partie d'un script caché sous-tendant irrémédiablement les relations d'enquête ou plus généralement sociales? Si la sexualisation des corps constitue un enjeu central sur des terrains comme celui du naturisme ou de la production des films pornographiques, j'ai pensé au travail de Mathieu Trachman, parce que ces pratiques mettent précisément en jeu ce passage de la sexuation des corps à leur sexualisation, elles me semblent loin de constituer un enjeu sous-jacent de toutes les relations. Quand une soignante, je pense là à la communication de Julia, quand une soignante mobilise des appellations généralement réservées aux couples pour s'adresser à un résignement, voilà pour toi mon chéri, ou fait l'objet, comme c'est ton cas Julia, d'appellations enjôleuses par un résident, ma mignonne, ma jolie,
Est-on véritablement face à une sexualisation de la relation du soin et d'enquête? Le registre de la séduction ne contribue-t-il pas à instaurer une complicité qui vise à disposer le résident à accepter les soins et à ne pas faire d'histoire? Pourrait-on considérer qu'il relève d'un travail de régulation émotionnelle qui participe justement du rapport de subordination dans lequel les soignantes et avec elles la chercheuse, qui elle aussi doit se faire toute petite, sont placées? Troisième point de discussion, et après je m'arrêterai. En lisant vos communications, il m'a semblé intéressant de questionner plus avant aussi ce que Olivier Sardan, dans un article un peu classique paru en 1995, qui s'intitule « Les politiques du terrain, la production des données en anthropologie », appelle des effets d'encliquage, c'est-à-dire d'assimilation, volontaire ou complice, à une clique ou à une faction locale. Julia, ton entrée dans les maisons de retraite s'est opérée par le haut, comme tu le dis, et on perçoit bien l'enjeu pour toi de ne pas représenter l'œil du chef pour les soignantes. Dans un article qui s'appelle « Les écueils du double jeu, une expérience d'observation participante transversale » écrit par Séverin Muller et paru dans Sociologie en 2007, il revient lui aussi précisément sur son expérience ethnographique des deux côtés de la barrière dans un abattoir industriel. Celui des cadres au sein des bureaux de la direction, puis celui des ouvriers sur la chaîne d'abattage et de découpe de la viande. Il discute des dilemmes concrets qu'il rencontre sur le terrain. Par exemple, à la cantine où aller s'asseoir, à la table des chefs ou à celle des ouvriers qui ont fini par en faire un allié pour garder un œil sur le chef. Je me suis ainsi demandé en quels termes, sur vos terrains respectifs, ces effets d'encliquage se sont manifestés. Dans ta communication, Thelma, on voit que l'engagement corporel de la chercheuse atteint ses limites lorsque, dans les campings naturistes libertins, il n'implique plus uniquement la nudité, mais des tractations de nature sexuelle qui constituent une barrière aussi infranchissable pour la chercheuse que celle qui est affirmée par les naturistes des campings non libertins. On imagine que tous les naturistes n'entretiennent pas le même rapport au naturisme et à leur corps, et que des effets relatifs à leur trajectoire sociale, notamment leur appartenance de classe, sont observables. En quels termes est-ce que ça s'est traduit par des affinités dans tes relations établies sur le terrain, et à quelle fraction de pratiquants ça t'a assimilé et rendu loyal? On imagine de la même manière que sur vos terrains respectifs, Julia et Fanny, le corps des soignants et des aides-soignantes, comme celui des éducateurs, est loin de constituer un tout homogène, et qu'au fil de votre immersion sur le terrain, ces effets d'encliquage, mais aussi de concurrence, tu le montres bien Fanny, plus peut-être que d'illégitimité, ont pu révéler l'existence de hiérarchies implicites entre les professionnels que vous avez observés. Merci beaucoup. Du coup, pour répondre à toutes ces questions, déjà, comment avoir appris les normes, etc. Alors, pour ma part, je me suis beaucoup renseignée avant de pratiquer. J'ai beaucoup lu, etc. Sachant que les naturistes sont extrêmement, de manière générale, bienveillants. Ils sont vraiment contents de voir que quelqu'un veut s'y mettre, en gros. Ils aiment beaucoup, voilà, ils sont très, très gentils, répondent à toutes nos questions, etc. Donc, finalement, avant même d'aller sur le terrain, je savais déjà en grande partie comment ça se passait, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il fallait dire, ne pas dire, etc. Et puis aussi, ce que j'ai fait, c'est que en arrivant sur place au début, je me suis, pour reprendre le titre de la communication de tout à l'heure, je me suis fait toute petite et j'ai beaucoup observé comment les gens, comment ils parlaient, comment ils se tenaient, etc. Avant de moi-même trop en faire, quoi. Voilà, donc pour la première question. Et pour le corps de l'enquêtrice, tout ce qui est la sexualisation de la relation d'enquête, etc., notamment au sein des campings libertins que j'ai visités cet été. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde libertin, comme ça peut paraître comme quelque chose d'un peu barbare où il n'y a pas de règles et tout le monde se saute dessus et il n'y a pas de limite et il n'y a pas de... Alors, au premier abord, c'est un peu ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, c'est un endroit assez safe et sécurisant. C'est pas du tout ce que j'ai ressenti au début, mais au bout de quelques jours, je me suis rendu compte de ça parce que là-bas, il y a vraiment une norme qui fait que personne n'est jamais forcé à quoi que ce soit.
Et j'ai pu observer des scènes, par exemple, où il y a un couple qui commence à avoir une relation et il y a d'autres personnes qui viennent s'agglutiner un peu autour pour voir ce qui se passe, éventuellement participer, pourquoi pas, voilà. Donc ça se rapproche. Et en fait, si la personne n'a pas envie qu'on vienne voir, eh ben, ils ont juste à le dire, mais même pas le dire, ils font un geste comme ça en disant partez, et les gens s'en vont. Et il y a vraiment des normes qui sont complètement différentes, mais il y a toujours un respect. Donc en soi, ça fait lien avec quand même la pratique du naturisme, dans le sens où on respecte l'autre et ses volontés. Et ensuite, évidemment que j'ai eu plus d'affinité avec certaines personnes que d'autres, avec qui le contact passait peut-être mieux. Il y a des personnes aussi que je n'ai pas osé aller voir, à l'inverse, parce que ils me faisaient peur ou voilà. J'avais par exemple été sur un terrain naturiste, j'avais été critiquée par des personnes parce que j'avais gardé mon short quelques jours. Et du coup, j'ai pas osé aller les voir pour leur demander un entretien parce que j'ai su qu'ils m'avaient vivement critiqué. Voilà. Donc, évidemment, ça influence beaucoup quand même les relations tissées, même si j'essaye de discuter avec tout le monde au maximum. Voilà. Merci beaucoup pour cette relecture et tous ces commentaires très riches. Pour ce qui est du premier point, en effet, sur l'apprentissage des normes du terrain, comme j'ai essayé de le montrer, du coup, c'était vraiment quelque chose qui s'est fait en pratique et en situation. La seule connaissance préalable que j'avais du coup de ce milieu, c'était celle qui est liée en fait au fameux soupçon de pédocriminalité qui pèse sur tout adulte en relation avec des enfants, qui est en fait un soupçon diffus et implicite dans notre société et qui s'est matérialisé au tout début par des réflexes pratiques très intériorisés, comme par exemple laisser la porte ouverte quand je m'entretenais avec un enfant, enfin, avec un adolescent, ne pas m'asseoir sur leur lit, ce genre de petits réflexes, mais qui très rapidement se sont révélés finalement empêchant, enfin ça empêchait en fait la relation, c'est-à-dire que je les considérais toujours au prisme finalement du stigmate d'enfants placés, maltraités, à prendre avec beaucoup de précautions, etc. Et ça empêchait la relation d'enquête finalement d'exister, la prise au sérieux de leurs paroles, etc. Donc je me suis un peu défaite de cette survigilance qui a malgré tout nourri aujourd'hui l'analyse que je fais par exemple de mon appareillage méthodologique ou éthique ou déontologique. C'est vraiment un point dans le cadre de mes travaux qui est assez anxiogène, on va dire, c'est-à-dire que je me sens devoir faire la preuve permanente que oui, j'ai fait attention au consentement, à la parole des enquêtés, à la place qui m'attribuait. Et donc, des éléments très formels comme des formulaires de consentement, etc., qui en fait s'avèrent pas praticables parce que j'ai pas fait d'entretien formel avec eux. Aujourd'hui, c'est des choses que voilà, j'essaie d'aller piocher un petit peu pour voir comment je peux ficeler et augmenter cet appareillage méthodologique et éthique. Sur la question du coup sur le deuxième point, tu posais la question du coup, est-ce que la sexualité fait partie automatiquement d'un script caché dans la relation d'enquête? J'ai envie de répondre oui, oui, oui. Et puis, enfin, je pense que ça transparaît assez bien du coup dans les 3 récits qu'on a pu faire ce matin, 3 récits d'enquête. Et pour le coup, en effet, l'article d'Isabelle Claire sur la sexualité dans la relation d'enquête a été très aidant en ce qui me concerne. Pour objectiver, mettre à distance et puis évidemment avoir une réflexivité vis-à-vis de ce qui se jouait devant moi au moment où j'y étais et la manière dont j'étais prise à partie dans ces situations qui me sexualisaient. Donc j'ai pas référé la totalité dans le cadre de cette communication, il y en a eu d'autres. Voilà. Et je m'attarderai pas sur le dernier point parce que j'ai pas d'éléments qui me viennent. Je veux bien en rediscuter, mais voilà, je préfère m'en arrêter là. Merci encore.
Merci pour ces questions, particulièrement parce qu'elles secouent un peu, d'autant que, en fait, cette question de la sexualisation, je vais commencer par celle-ci. Est-ce qu'elle serait plutôt de la sexualisation ou de la mise en place d'une complicité pour produire de la subordination et de l'intersubordination? En fait, en vérité, pour moi, c'est une question qui a été très difficile à trancher, et j'ai tranché dans le sens de la sexualisation, notamment parce qu'en fait, disons que le recours au compliment et à la blague grivoise à l'égard des résidentes est beaucoup plus compliqué pour les hommes, en vérité. Et en fait, il y a quelque chose de non neutre, et dans ces moments-là, qui peuvent arriver, et c'est des hommes ils vont quand même avertir que c'est une plaisanterie, etc. Enfin, voilà, c'est quelque chose de moins spontané. Et donc, parce que la blague masculine, enfin, la plaisanterie grivoise masculine passe pour moins inoffensive. Et d'ailleurs, avant d'envoyer cette première proposition, j'avais hésité, j'avais essayé dans mes premiers jets d'intituler la communication passer pour inoffensive ou coller à l'inoffensivité du terrain ou quelque chose comme ça, en fait. Donc voilà, merci pour cette question. Je vais continuer d'y réfléchir, mais j'ai pas mieux tranché aujourd'hui. Pour ce qui est de la culture somatique commune du corps qui met en jeu la respectabilité, oui, en vérité, il y a des moments, il y a eu des moments d'angoisse aussi, hein, enfin de rappel à l'ordre en tout cas, qui m'étaient pas directement adressés, mais que forcément j'ai aussi pris comme des avertissements de comment est-ce que je devais surveiller la démonstration de mon hygiène corporelle, notamment une stigmatisation très forte sur un terrain d'une infirmière en intérim dont absolument toutes les soignantes racontaient entre deux couloirs comme ça qu'elle était sale. En fait, elle avait des ongles colorés, enfin quelque chose d'un peu pesant de ce côté-là. Et donc, effectivement, l'hygiène, les normes d'hygiène, elles sont non seulement très contraignantes, mais aussi peuvent exclure ou inclure dans un collectif soignant. Est-ce qu'il y aurait des formes de dégoût qui seraient dites autrement ou camouflées parce qu'elles contreviendraient à l'humanisation des soins? C'est pas du tout comme ça que je l'ai pris, parce qu'en fait, il y a effectivement des formes de dégoût qui sont exprimées en réunion ou en pause, etc. Et en fait, elles sont plutôt légitimées du fait qu'elles se manifestent surtout quand il y a une anomalie. Alors, une épidémie de gastro-entérite ou un escarre particulièrement gros, et qui en fait manifeste pas tellement le dégoût que l'inquiétude et la sollicitude, là encore, vis-à-vis des résidentes. Voire la mobilisation des 5 sens peut carrément servir une espèce de hiérarchisation de soignantes. Je vais donner un exemple de soignantes qui connaîtraient mieux les résidents que les autres. Par exemple, il y a des personnes qui sont capables, qui disent en tout cas à leurs collègues pendant les soins ou en entrant dans une chambre que l'odeur des selles de Madame X, elle est anormale. Je pense qu'elle est dans tel état émotionnel, par exemple, et pas forcément en état somatique, mais en état psychologique. Ça a même été défendu par une aide-soignante face à la psychologue, où l'aide-soignante disait: si cette personne est prête à mourir, Madame Y, elle a une odeur et je le sens. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est surtout là que se joue la hiérarchisation des professionnels dans leur rapport au corps. Voilà. Merci. Alors, on va ouvrir maintenant les questions à la salle. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions d'approfondissement à poser aux 4 intervenantes, ou que vous voulez chercher avec nous des ficelles à mobiliser pour l'ethnographie. Voilà, n'hésitez pas à... Quelqu'un a des questions? Merci. Merci pour 3 communications passionnantes. Je vais surtout poser des questions à Fanny, enfin en tout cas réagir à une partie des choses que tu as dites que j'ai trouvé vraiment très, très bien, qui m'ont rappelé
j'ai fait une thèse sur les éducateurs spécialisés, donc c'était pas tout à fait, enfin c'était en partie le même terrain que le tien, puisque j'ai été en foyer, etc., même si c'était pas le cœur de mon travail, mais ça m'a rappelé effectivement toute une série d'observations et d'expériences que j'ai pu vivre sur ce terrain-là. Mais du coup, ça m'a conduit aussi à me dire que si ton entrée par le corps me paraît particulièrement pertinente, et que évidemment il y a une dimension genrée dans cette question du corps, je me disais que peut-être qu'il y a une dimension alors dont tu as peut-être totalement conscience mais que tu n'as pas évoqué, c'est le corps comme aussi révélateur du corps social. À quel corps social est rattaché ce corps biologique. Et en l'occurrence, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as décrites, que j'ai vécues moi-même en tant qu'homme, donc qui sont tout à fait comparables. Donc, c'était pas lié au genre, là, c'était plutôt lié à la position qu'on a quand on est dans le milieu des éducateurs spécialisés en tant que doctorant ou docteur. Parce que peut-être que tu as lu les travaux sur les travailleurs sociaux et notamment sur les éducateurs spécialisés et que tu as pu y lire à quel point le rapport au savoir et au monde scolaire est prégnant dans l'identité professionnelle des éducateurs spécialisés, à quel point ça conditionne leur manière de se comporter et de décrire leurs activités et de te laisser ou non avoir accès à telle dimension de leur activité en fonction de ta propre position dans la hiérarchie scolaire. Et en ce sens-là, je pense qu'il faut que tu le prennes en compte aussi, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une dimension genrée, mais tout ce qui touche au corps dans ton terrain est aussi lié à ta position sociale et à la question de ce que représente ton corps en termes de position sociale. Et de fait, là, la question de l'intimité, elle est aussi très révélatrice, je trouve, parce que les éducateurs spécialisés se pensent comme parmi les principaux professionnels de l'intime. Il y a d'ailleurs certains auteurs spécialistes qui ne travaillent pas du tout avec la même entrée que toi, mais spécialistes des travailleurs sociaux qui parlent des professionnels de l'intime. Donc toi, tu arrives avec cette entrée-là. Donc c'est d'autant plus révélateur, enfin c'est d'autant plus problématique pour eux. En quelque sorte, tu rentres en concurrence avec eux, mais avec une légitimité intellectuelle qu'ils n'ont pas, ce qui fait qu'ils t'interdisent aussi certaines dimensions. Et alors, c'est peut-être un peu naïf de le dire comme ça, mais quand tu racontais cette histoire où tu es invité dans une chambre et où on te dit mais tu dépasses les bornes en quelque sorte, c'est aussi parce que il peut y avoir une certaine crainte que du coup, tu observes, tu vois des choses qu'eux ne voient pas alors qu'ils sont les professionnels de cette intimité. Donc, tu vois, il y a aussi une question de frontières, de protection, voilà, de concurrence et de défense de leurs propres frontières. Voilà, ce qui est juste une manière de prolonger ce que tu as dit, ce par quoi, par ailleurs, j'étais tout à fait convaincu. Merci pour ces présentations, c'était vraiment super. Moi, je suis Sabine, doctorante à Toulouse. J'avais une question pour Thelma. J'ai ressenti une certaine violence et voire, je ne sais pas en fait comment le dire, qui touche au consentement en fait du chercheur, du fait que tu ne voulais pas enquêter dans un milieu libertin et qu'en fait finalement l'engagement ethnographique t'a amené à enquêter dans ce milieu avec tout un tas d'arbitrages, enrôlement du conjoint. On sent que ça n'a pas été facile, il a fallu préparer le terrain et tout avant. Bon, ça mêle quand même plein de choses qui moi, me posent vraiment la question de jusqu'où on va et qu'est-ce qui est légitimé par le fait de travailler sur un sujet qui peut toucher l'intégrité du chercheur, de la chercheure. Et enfin, voilà, cette question de consentement, on pense souvent quand moi, je bosse sur des personnes subalternisées, donc je pense souvent au consentement de l'autre côté, mais du coup, nous, quelle place on a là-dedans aussi. Voilà, je rebondis là-dessus. Merci pour vos présentations, que je n'ai pas toutes suivies. Dommage, je relirai ton papier, Fanny, j'étais parti remettre une salle en place. Moi, j'avais une question pour Julia.
C'était donc, je vais résumer ce que tu as dit. Tu nous parles de prescription humaniste, de normes de solitude, de travail interactionnel. Et moi, je me demandais comment aussi, mais alors, j'imagine que tu le fais dans ton travail, que le temps de la communication a cloisonné ton propos à certains éléments, évidemment. Mais du coup, comment aussi on peut interpréter cet investissement conséquent de la norme de sollicitude dans visiblement ce qui constitue être la bonne manière d'être aide-soignante, être sollicitante, ça se dit vis-à-vis des patientes. Comment on peut aussi l'interpréter au regard des évolutions de l'encadrement dans ces espaces professionnels que sont les EHPAD, et notamment la question de la managérialisation et du management dans ces espaces que tu n'as pas trop évoqué. Et moi, la question que je me pose, c'est quel intérêt, en fait, a l'encadrement, on les cadre dans ces EHPAD, dont d'ailleurs, je ne sais pas si tu nous as dit si c'était privé, public, etc., et peut-être que ça change. Quels intérêts, du coup, ils ont à, je ne sais pas, peut-être surinvestir cette norme de sollicitude, cette espèce de prescription humaniste, mais un intérêt qui vise justement à mettre à distance le corps souffrant, si on veut. Parce que tu nous parles beaucoup du corps, du corps et de l'interaction avec les patients, etc. Et le corps souffrant, voilà, tu développes moins cet aspect-là. Mais moi, je me demande, voilà, dans quelle mesure cette prescription humaniste, elle peut être surinvestie dans l'encadrement et voilà, elle peut viser à masquer ce corps souffrant qui traduit les questions de souffrance au travail, etc., etc., etc. Voilà. Donc merci en fait pour cette piste qui en effet est en partie creusée, on va dire, de mon côté, mais qui manque encore d'étayage. En fait, clairement, il y a en effet une dimension sociale dans l'histoire, et en effet, c'est bien une question de hiérarchie scolaire. Donc mes remerciements visent précisément de m'avoir donné ces termes-là. Puisque très régulièrement les éducateurs, éducatrices ont justement mis le doigt sur cette distance qui nous séparait d'un point de vue des échelons de scolarité, on va dire. Entre eux et moi, on m'appelait par exemple Madame la chercheuse, ou alors Doc. Aujourd'hui, il y a Doc. Quel honneur d'avoir Doc parmi nous. Bon, ou encore, on m'a aussi donné beaucoup de conseils pour rédiger en fait ma thèse, en me disant mais là c'est beaucoup trop large, il faut que tu ressentes ton objet. Ou alors, mais ça va concerner que notre service, il faut que tu étendes au national et puis à l'international, sinon tu peux pas comparer. Bon. Et voilà, donc je vais très certainement continuer sur cette piste. Merci. Merci beaucoup aussi pour ce retour. C'est vrai que alors personne ne m'a forcé à faire ça. Hein. C'est moi toute seule qui me suis dit que pour le bien de ma thèse, c'était important que j'y aille. Donc j'ai clairement fait passer mes intérêts professionnels avant mes motivations personnelles, en tout cas. Et c'est des questions que je ne m'étais pas posées avant. En fait, j'ai un peu foncé, où j'ai volontairement, je pense, évité de trop y penser. Je me suis dit, bon, j'y vais, on verra bien. Et du coup, c'est justement mes questionnements du moment où là, je suis rentrée récemment et qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi? Parce que en même temps, j'ai eu des données scientifiques extrêmement intéressantes. Et en même temps, c'était difficile pour moi en tant que personne. Et donc, voilà, c'est mes réflexions du moment. Donc, où je me place là au milieu. Et merci en tout cas. Merci beaucoup pour cette question. Pour précision, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas pris le temps de raconter dans ma communication, mais on est dans le secteur privé non lucratif, donc en fait le secteur le moins souffrant, à savoir que c'est celui qui est le mieux doté en effectifs,
disons qu'il n'y a pas d'exigence de rationalisation aussi nette que dans le privé lucratif, parce qu'il n'y a pas l'exigence de sortir des bénéfices. Voilà. Et en même temps, on n'est pas dans le... on a un nombre plus élevé d'infirmières par nombre de résidents, d'infirmières et d'aides-soignantes. Mais, dans ce cadre-là, les cadres de santé, déjà, elles ont eu une carrière infirmière. Et celles que j'ai rencontrées, ça fait pas beaucoup, ça fait 3. Hein. Elles ont choisi le vieillissement pour des raisons. Moi, je cherche la moralité derrière tout ça, et c'est une moralité que j'essaye d'appeler intellectualisée, c'est-à-dire qu'il y a une éthique ou des convictions politiques sur la place qu'on doit faire aux personnes âgées dans la société. Voilà, que j'oppose à une moralité soignante qui est plus, disons, pour le dire très rapidement, clientéliste, en disant, en fait, ces personnes, c'est comme si c'était ma mère, mon père, et donc du coup, il faut s'en occuper. Bon, d'une part. Ensuite, ce rappel permanent de la prescription humaniste, il suit plus un enjeu des directions, d'établissements, que des cadres. Enfin, les cadres, bien sûr, le font passer, mais c'est quelque chose qui est plutôt... et qui, en plus de ça, c'est difficile de saisir la prescription comme une contrainte, vu qu'en fait, elle fait plutôt adhésion, elle fait plutôt adhésion dans les établissements que j'ai ethnographiés. Par contre, rappeler la personnalité, l'autonomie morale des personnes âgées malgré leur corps et leur cognition endommagées, ça, c'est effectivement, disons que ça fait partie d'une mise à distance du corps souffrant comme un corps incapable, par contre, parce que par ailleurs, il y a plein de choses, de protocoles de prise en charge de la douleur. Et en fait, cette fragilité, cette vulnérabilité des corps, elle est aussi prise en compte dans la prescription humaniste. J'en ai j'en ai évoqué qu'une toute petite partie. Sur la souffrance au travail, est-ce que cette prescription, c'est effectivement quelque chose qui me questionne. En fait, c'est la question de savoir si cette prescription humaniste, c'est pas finalement une inversion de la contrainte de la contrainte morale et physique, en fait, qui serait passée avec les hospices d'un soin complètement désingularisé et complètement voire aliénant pour les personnes hébergées, à une forme d'aliénation, je sais que c'est pas le bon terme, mais plutôt des travailleuses qui doivent les prendre en charge. Donc voilà, un coût, que l'effort de singularisation des résidentes aurait pour coût la désingularisation et la pénibilité du travail des soignantes. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je n'ai pas fini de l'explorer. Voilà. Je voulais vous remercier à tous et toutes de votre attention. Donc on va se retrouver à 14h donc cet après-midi pour une session l'ethnographe chez les forces de l'ordre. En attendant, on peut vous souhaiter bon appétit. C'est peut-être un peu trivial, mais... Ah oui. Et donc pour les communicants et discutants, on va se retrouver au château du Tertre pour déjeuner ensemble. Et tout le monde peut venir.